Est-ce que tu voudrais déjà te présenter un petit peu à nos chers auditeurs, qui tu es, et qu'est-ce qui t'amène ce soir à venir nous parler bien des passeurs d'âme? Oui. Alors, bon, mon nom est Sylvain Bélanger. Moi, je suis québécois. Euh, il y a une trentaine d'années, j'ai rencontré un guérisseur. Ça a été vraiment le départ. C'était un guérisseur qui pratiquait la guérison avec les mains, mais qui était également clairvoyant et qui était également exorciseur. C'est comme ça que ça a commencé. Moi, j'ai été invité par une amie qui m'a dit, écoute Sylvain, je suis convaincu que tu vas adorer cet enseignement-là. C'est un ami à moi, etc., qui venait des États-Unis, qui venait donc au Québec pour l'occasion. Et puis moi, je me suis laissé tenter par l'idée d'aller voir, de suivre ce stage-là, sans trop savoir de quoi il s'agissait. Je savais pas qu'il était exorciseur, par exemple. Je suis arrivé là avec l'idée que c'était un guérisseur. Puis bon, c'était un peu mystérieux, c'était un peu spécial. C'était un grand noir, il s'appelait Ron Young. C'était un monsieur qui était très spirituel, très secret, très intériorisé, et qui avait comme dégagé de lui quelque chose de très, très spirituel. C'est ce que je me souviens très clairement de ça. Et puis quand j'ai suivi ce stage-là, évidemment, j'étais un peu surpris parce que, bon, d'une part, j'avais une grande facilité à développer la perception de l'aura. Par exemple, j'arrivais naturellement à voir les champs énergétiques des gens, puis être capable de lire les champs énergétiques des gens avec beaucoup de facilité, ce qui a fait de moi un peu comme une personne qui était regardée de tous, hein, parce que justement, j'avais une facilité plus grande que la majorité des gens qui étaient présents dans le stage. Et puis, progressivement, bon, le stage s'est poursuivi, puis à un moment donné, j'ai constaté qu'il y avait des gens euh, qui se mettaient à crier. Alors, au début, j'ai pas fait trop d'histoire parce que c'était des femmes, puis je me suis dit, bon, les femmes, habituellement, ça peut avoir. Là, c'est une blague, hein. Mais quelquefois, évidemment, bon, c'était un fait, c'était surtout des femmes qui étaient présentes dans le stage et c'était des femmes qui se mettaient donc à crier dans des situations où tout le monde était très calme. On se tenait par la main, on faisait circuler les énergies et il y avait donc des femmes par moments qui se mettaient donc à vivre des émotions. Et je ne savais pas pour quelles raisons et j'ai compris à mesure que le stage avançait que c'était des entités. Le guérisseur disait que c'était des entités qui étaient présentes dans le champ énergétique de ces personnes-là. Et c'est ce qui faisait effectivement que le fait qu'on fasse circuler l'énergie avec dans le groupe, ben, effectivement, ces entités-là s'extériorisaient. Et les dames, ben, quelque part, bon, les dames ou les messieurs, hein, parce que j'ai blagué, il y avait des femmes au départ, mais il y a des messieurs qui sont venus par la suite, finalement ont donc exprimé des états, des gens de crise. Et après ça, on les amenait au centre, et puis lui venait, et puis venait enlever l'entité en question, puis l'amener vers le ciel. Et puis bon, c'était un peu le principe de la chose. Alors moi, ça m'avait beaucoup intrigué, parce que j'avais une facilité pour développer les habiletés intuitives pendant le stage, pendant les techniques de soins aussi, mais je ne comprenais pas du tout cette histoire d'entité-là. C'était quelque chose qui m'apparaissait très mystérieux. Et puis, dans le stage, d'ailleurs, à un moment donné, Ron m'a dit, il faisait un tour de groupe, et puis moi, je lui ai dit que je me sentais pas bien. Puis il m'a dit que je me sentais pas bien parce que j'avais une entité. Alors moi, évidemment, je venais de voir plein de personnes se mettre en spectacle, en criant, toutes sortes de choses. Alors évidemment, j'avais une espèce d'appréhension à être moi-même exorcisé quand il m'a dit qu'on allait faire un travail sur moi plus tard. Je me suis fait tout petit, j'ai essayé de ne pas faire en sorte qu'on soit attentif au fait que j'étais présent pour peut-être pas finalement vivre l'expérience. Mais finalement, dernière méditation qu'on a fait, je me suis retrouvé dans une position où je tenais les mains des gens et puis à un moment donné, j'ai senti comme une espèce de pression, de tension dans les mains. Cette tension est devenue une couleur bleue très, très intense qui sortait de mes doigts. Et puis, mes doigts sont devenus paralysés. Je n'étais plus capable de tenir les gens autour de moi. Et puis, évidemment, tout mon corps s'est recroquevillé comme si j'étais paralysé. Et puis, donc, les gens se sont déplacés, puis on m'ont déplacé dans le centre, et puis le guérisseur a enlevé donc l'entité qui était en moi. Et puis, j'avais en même temps que j'étais là, moi, il y avait autre homme qui était là, que je connaissais pas à l'époque, mais que j'ai appris à connaître par la suite, qui est devenu un ami, qui lui était étendu sur le sol en train de faire des convulsions. Alors, c'était un peu plus impressionnant que moi ce qu'il faisait, mais bon, c'était ça un peu la situation du stage. Alors, tout ça, finalement, m'a amené à constater que ce phénomène-là semblait exister, mais que je n'arrivais pas à comprendre du tout de quoi il s'agissait. Surtout que moi, quand je regardais les champs énergétiques des gens, je voyais des mémoires. Donc, des mémoires, c'est des personnages. Alors, c'était ça qui était la particularité de la situation. Donc, j'ai suivi pendant 3 ans ce guérisseur-là afin de suivre la formation au complet. Puis après les 3 années, je me suis rendu compte que bon, le phénomène des entités n'était toujours pas pleinement compris parce qu'on ne l'avait pas expliqué.
Parce qu'il faut savoir que les guérisseurs, surtout la tradition chamanique, ont tendance à faire expérimenter les choses, mais à ne pas les expliquer. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas nous donner des explications de comment fonctionne le processus. Et puis moi, comme je voyais beaucoup de mémoires dans les chaînes gnostiques des gens, je ne savais pas c'était quoi une différence entre une mémoire, par exemple une mémoire, je ne sais pas moi, de moi à l'âge de 8 ans en train de souffrir, par exemple, qui est une mémoire de mon enfance, ou une mémoire d'une histoire familiale, de mon arrière-arrière-grand-père, ou encore une mémoire d'une autre vie versus une entité. Je n'arrivais pas à différencier chacune de ces aspects-là. C'était ça qui était l'élément qui m'a beaucoup troublé. Puis je peux peut-être faire une autre anecdote là-dessus pour nous amener tout doucement vers le sujet. J'avais eu la chance à un moment avec Ron de travailler en groupe avec une personne qui avait donc un besoin de se faire soigner. On était donc un cercle de gens. On était peut-être 7-8 personnes, on n'était pas beaucoup. Et puis, à un moment donné, finalement, quand j'ai travaillé sur cette personne-là, j'ai ressenti donc une présence sur moi. Et cette présence-là, effectivement, c'était une prostituée. Donc, ça peut être pire que ça dans la vie, hein, dans le sens que j'aurais pu me retrouver avec quelqu'un avec une énergie peut-être moins, j'allais dire moins agréable. Là, on est en train un peu de blaguer, mais c'était quand même le sentiment que j'avais. C'est-à-dire, c'était un peu drôle de voir, bon, c'est une prostituée qui avait donc toute l'allure de la femme prostituée qu'on pouvait se faire et qui avait donc une animation, une forme d'autonomie dans la perception qu'elle avait. Elle était sur moi, mais elle avait une autonomie, elle avait une personnalité. Elle me disait des choses, elle posait des actions. Vous voyez, c'était vraiment comme ça. Et puis, à un moment donné, le guérisseur, Ron, qui était là, me disait, est-ce que tu as un problème? Est-ce que ça va? Est-ce que tu es capable de gérer? Donc, c'est venu me confirmer que lui aussi percevait ce que j'avais sur moi. Et il y avait donc une personne à côté de moi qui avait aussi une énergie et il l'avait aussi observé. Donc, ça a été une belle confirmation de ce que c'était pour moi le phénomène d'une entité, puisque je l'expérimentais à ce moment-là. Donc, après les 3 années, par contre, j'ai quand même voulu comprendre le processus intuitif, parce qu'il faut savoir que quand on parle d'entité, qu'on parle de médiumnité, qu'on parle de médiateur de l'invisible, qu'on parle de passeur d'âme, la principale chose qu'il faut comprendre, à mon sens, à moi, selon mon expérience, hein, je vous fais part de mon expérience, c'est qu'il faut d'abord comprendre comment peut-on arriver à développer ces habiletés-là et comment peut-on différencier justement ça avec quoi on est en contact. C'est-à-dire que moi, quand je dis que je suis en communication, moi, avec un guide, par exemple, ben, qu'est-ce qui fait qu'un guide, c'est un guide par rapport à une mémoire? Quelle est la différence? Ah, c'est toutes des questions comme ça qui m'ont amené tout doucement à vouloir développer une compréhension de comment fonctionnait le développement des habiletés intuitives, telles que la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, la médiumnité, le channeling, et de quelle façon que ces techniques-là peuvent se combiner avec, par exemple, les soins énergétiques ou encore avec la déprogrammation de la mémoire cellulaire, qui est une technique que j'ai intégrée à travers cette démarche-là. Donc, tout ça m'a amené à développer une approche qui s'appelait à l'époque l'écoute imaginaire. Pourquoi l'écoute imaginaire? Parce que, selon moi, l'imaginaire, c'est un support nous permettant d'accéder à un univers parallèle. Cet univers parallèle, qu'est-ce que c'est? C'est un univers, justement, qui n'est pas accessible à l'œil nu, qui n'est pas accessible par nos sens physiques, mais qui sont accessibles en acceptant l'idée que l'imaginaire devient un véhicule et que ce véhicule me permet d'accéder à cette réalité-là qui est distincte de celle que l'on a, qu'on expérimente tous les jours dans le monde terrestre. Alors, les physiciens, maintenant, appellent ça l'univers superlumineux, pour donner un exemple. L'univers superlumineux, c'est un univers dans lequel les particules vont plus vite que la lumière. C'est ce qui fait que nos yeux ne sont pas capables d'observer cette réalité-là. Et dans cette réalité-là, cet univers super lumineux-là, on peut envisager qu'il y a donc de l'énergie qu'on peut observer, c'est-à-dire que moi, en tant que corps physique, je suis fait de chair et d'os, sauf que cette structure de chair et d'os que je suis émet une certaine lumière, une certaine énergie. Et dans cet univers super lumineux-là, je peux l'observer. Je peux observer que dans cet univers super lumineux-là, il y a également de l'information. Qu'est-ce que c'est que de l'information? C'est qu'on peut penser que nos cellules ont un code génétique et dans ce code génétique-là, il y a donc un certain bagage de mémoire et ce bagage de mémoire-là peut être observable dans cet univers super lumineux-là comme des personnages qui vont apparaître dans notre champ ou dans le champ de notre partenaire, dans le champ de celui qu'on observe finalement.
Alors, c'est là que ça m'a amené donc à développer plus récemment la pleine conscience intuitive, qui est un peu un prolongement de l'écoute imaginaire, dans lequel, évidemment, cette notion d'imaginaire devient très importante pour moi parce qu'elle permet donc d'accéder à cet univers superlumineux-là, de se rendre compte que dans cet univers superlumineux, il y a donc des champs énergétiques qui sont observables, donc des rayonnements cellulaires qu'on peut observer qui concernent la santé physique et énergétique. On peut regarder également donc toute la dimension des mémoires, c'est-à-dire que dans cette lumière-là, dans ce rayonnement cellulaire-là, on peut penser que le bagage génétique va donc être émis sous forme d'information, qu'on va percevoir sous forme de personnage. Par exemple, alors j'ai 8 ans, j'ai vécu un sentiment d'abandon, ben, je vais avoir dans mon propre champ énergétique une mémoire de l'enfant se sentant abandonné, par exemple. Je pourrais également constater que dans ce champ énergétique-là, il peut y avoir des événements de mon histoire familiale, mon arrière-arrière-grand-père pourrait se retrouver là, ou encore des mémoires d'autres vies qui sont en résonance avec moi. Alors, on commence à comprendre que quand on parle du processus intuitif, la première chose qu'on doit cerner ici, selon moi, c'est que on est donc un corps physique de chair et d'os et on dégage un certain rayonnement de lumière. Ce rayonnement de lumière-là est un reflet de notre état de santé, de la qualité du rayonnement cellulaire, donc la qualité de notre santé finalement physique et énergétique. Et que dans cette énergie-là, il y a donc ces informations qui vont circuler. C'est-à-dire que par un apprentissage, on va arriver donc à cerner, à décoder qu'il y a donc des événements de notre passé, notre présent, notre potentiel futur qui se retrouvent là, dans notre histoire de vie. Et ça, ce sont des mémoires. Et la particularité de ces mémoires-là, qu'elles soient des mémoires personnelles, dans mon histoire personnelle, qu'elles soient associées à une histoire familiale ou à des mémoires d'autres vies, ces mémoires-là ont tous la particularité d'être autonomes. C'est-à-dire que quand je visite ces mémoires-là, elles ont une personnalité, elles ont une façon de fonctionner. Comme si je vous parlais de la mémoire de l'enfant de 8 ans, si l'enfant se sent abandonné, bien, si je me mets en relation avec l'enfant de 8 ans, il va m'expliquer qu'il se sent triste parce qu'il se sent abandonné, et il va m'expliquer peut-être les circonstances qui l'ont amené à vivre cet abandon-là. Alors, vous comprendrez qu'on est vraiment dans un processus d'échange avec de l'information qui s'apparente à être de l'imagination. C'est-à-dire, on pourrait facilement se dire, ben, c'est mon imagination qui voit cet enfant-là, c'est pas du tout une réalité. Mais quand on commence à faire confiance au processus intuitif, quand on commence à s'adresser à ces perceptions-là et qu'on leur donne de l'importance, on découvre effectivement qu'il y a un genre de dialogue qui va s'effectuer. Et ce dialogue-là va nous permettre de développer ce que moi j'appelle une forme de langage, un langage imaginaire, en fin de compte, c'est-à-dire qu'on reconnaît qu'il y a une forme de sagesse intelligente qui anime notre monde imaginaire, mais que ce monde imaginaire dont je vous parle n'est pas un monde imaginaire créé par l'être humain, c'est un monde imaginaire qui est relié à cet univers superlumineux, c'est-à-dire cette capacité d'accéder à cet univers parallèle à la réalité terrestre, qui va nous donner accès justement à un flot d'informations qui vont donc correspondre à notre passé, à notre histoire passée, présent et futur en tant qu'individu vivant sur Terre, mais également toute notre histoire familiale peut être aussi en interaction avec ça, et les mémoires d'autres vies également. Donc, on comprend ici que c'est un peu comme si j'étais une antenne, et que cette antenne-là, quelque part, ben, elle vibrait, en fin de compte, avec mon histoire personnelle, mon histoire familiale et l'histoire de l'humanité. Alors, comprenez que quand on aborde la notion de médiumnité, par exemple, de médiateur de l'invisible par rapport au passeur, à l'idée d'être un passeur d'âme, on comprend effectivement que toutes ces mémoires-là dont je vous parle sont des expériences d'êtres humains qui ont vécu des choses dans le passé. Hein, quand on parle des mémoires d'autres vies, mais c'est évidemment une accumulation d'informations, d'événements, de situations, d'expériences émotionnelles qui ont été vécues à travers depuis le début des temps. Quand on parle de l'histoire familiale, ben encore là, dans l'histoire familiale, il y a une somme d'informations mémorielles qui se retrouvent là. Et dans mon histoire personnelle, il y a une somme d'informations de mon existence qui se retrouvent dans cet espace-là. Maintenant, toutes ces mémoires-là dont je viens de vous parler, quelque part, est-ce que ce sont des entités? Ben, on pourrait certainement dire quelque part que c'est de la conscience. Et que cette conscience-là, finalement, quand je commence à communiquer avec elle, ben, elle a donc une somme d'informations à me transmettre et elle a donc une raison d'être. Et cette raison d'être-là est donc reliée à un message. C'est-à-dire que toutes ces mémoires-là sont reliées à une raison d'être, c'est-à-dire que si elles existent, ces mémoires-là, c'est qu'elles ont une douleur, une souffrance, une blessure ou un potentiel évolutif qui ne s'est pas encore réalisé et elles demeurent présentes, elles existent dans cet univers super lumineux-là parce qu'elles ne sont pas encore, elles n'ont pas encore résolu en quelque part leurs problématiques de vécu qu'elles ont vécu. Alors, vous comprendrez que donc tout le travail que moi je cherche à faire avec la pleine conscience intuitive, c'est d'apprendre donc à être capable de faire des lectures de ces mémoires-là pour être capable d'apprendre à les écouter, à écouter leurs douleurs, leurs souffrances, leurs difficultés,
et de chercher justement ensuite à passer à l'étape de les soigner par la déprogrammation de la mémoire cellulaire, qui va consister justement toujours dans cet univers super lumineux, dans cet univers dit imaginaire, de pouvoir interagir avec ces mémoires-là pour leur donner tout ce dont elles ont besoin. C'est-à-dire qu'on constate que ces mémoires-là ont des besoins immédiats. Par exemple, l'enfant qui a 8 ans, qui est en moi, j'ai plus 8 ans, mais en moi, j'ai une mémoire d'un enfant de 8 ans qui s'est abandonné. Mais cet enfant qui s'est abandonné, qui a 8 ans, est identifié à la blessure de l'abandon. Si moi je lui dis qu'est-ce que je peux faire pour t'aider dans l'immédiat, ben, je peux lui donner dans l'immédiat ce dont il a besoin. Et si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Ben, cet enfant-là, finalement, va se retrouver dans une position où je vais lui donner ce dont il a besoin, donc il ne sera plus dans sa souffrance de l'abandon. Il va me mettre en relation avec un potentiel évolutif. Ce potentiel évolutif-là va me permettre de découvrir que derrière l'abandon, cette souffrance d'abandon-là, quand l'abandon n'est plus présent, il y a peut-être un potentiel évolutif qui va apparaître chez cette mémoire de l'enfant, qui va me montrer finalement que derrière cet abandon-là, ben, se dissimule finalement une envie de s'affirmer par rapport à la fragilité émotionnelle qu'on peut avoir, puis un besoin d'exprimer très clairement quelque part c'est quoi nos besoins, c'est quoi qu'on veut, c'est quoi qu'on ne veut pas. Et vous voyez, c'est comme s'il y a des potentiels évolutifs qui vont se manifester progressivement et qui vont me donner des informations pour m'informer de qu'est-ce que je dois faire, moi, pour apprendre incarner qui je suis, ne plus être dans la souffrance de l'abandon, mais commencer à découvrir effectivement le potentiel évolutif qui va me permettre justement d'intégrer à quelque part cette information-là, qu'elle ne soit plus reliée à l'abandon, mais qu'elle soit reliée à une forme de potentiel évolutif qui est en moi que je puisse assumer pleinement. Je ne sais pas si vous me suivez par rapport à ce que je viens de vous dire. Alors, on a Pascal qui nous dit que tu parles un tout petit peu vite. Oui. Et puis on a déjà, si tu veux, une petite question justement de Pascal d'ailleurs qui te demande comment arriver à discerner la réalité du pur imaginaire, comme tu l'appelles, ou du mental. Ben parce que, d'une part, c'est que la réalité du pur imaginaire, c'est une réalité finalement qui n'est pas du tout reliée au mental. Le mental, finalement, c'est que c'est moi, c'est moi. Si je vous parle du pur imaginaire, c'est que quand je pénètre dans cet univers super lumineux, dans lequel cette forme de sagesse intelligente se trouve, je vais constater que je suis un peu comme un bond dans un univers qui n'est pas le mien. Et si j'accepte de me laisser porter par cet univers-là, je vais découvrir qu'il y a un flot d'intelligence qui va se manifester à moi, qui va dépasser mon mental. Mon mental ne sera pas capable de comprendre ce qui se passe s'il n'accepte pas justement de se laisser porter par cet univers-là. Donc, le mental, finalement, c'est peut-être pas la bonne façon de dire. Je crois pas que Pascal veut dire le mental quand elle me parle de ça. Je pense qu'elle veut parler peut-être de comment différencier la sagesse intelligente associée à cet univers super lumineux et l'imagination. Hein, on peut imaginer un tas de choses avec notre mental. On peut s'inventer plein de choses avec notre mental. Et c'est là, quelque part, qui est intéressant, c'est que quand on pense aux démarches spirituelles, quelles qu'elles soient, qu'est-ce qu'elles nous enseignent? Elles nous enseignent à être dans une position de témoin et à devenir observateur de ce qui se passe. Quand je suis observateur de ce qui se passe, ça veut donc dire que je suis observateur de mon mental, je suis observateur de mes émotions, je suis observé d'un petit peu de tout ça. Quand je suis dans cette position de témoin, je suis capable à ce moment-là de pouvoir observer tout ce qui se passe en moi comme étant des messagers, comme étant des sources de sagesse potentielle. Et c'est là que quand je commence à regarder cette position de témoin et à m'adresser à ces perceptions qui se manifestent à moi, qu'elles soient visuelles, auditives ou sensitives, je vais commencer à constater qu'il y a un genre d'échange qui va s'effectuer entre moi et ces perceptions-là. Si je le fais sur un partenaire, c'est exactement la même chose. Je suis dans une position de témoin et je vais m'adresser aux perceptions que j'ai face à mon partenaire. Et c'est de cette façon-là qu'il va y avoir un genre de langage qui va prendre forme, un genre de dialogue qui va se faire, d'échange qui va se faire entre moi et les perceptions. Et c'est là que justement, on va commencer à aborder cet univers super lumineux, c'est-à-dire qu'on va commencer justement à comprendre que dans cet univers justement de sagesse, il y a un univers justement, et quand ma conscience s'ouvre à cet univers-là, ben, je peux me laisser porter par cet univers-là et je peux voyager à l'intérieur de cet univers-là pour aller voir mon passé, pour aller voir mon futur, pour aller voir des mémoires d'autres vies, pour aller voir mon histoire familiale. Et c'est là que je commence à constater que je suis dans un univers littéralement gigantesque, mais dans lequel il n'y a pas d'espace-temps, dans lequel il y a de l'information qui s'accumule sans cesse et dans lequel je peux voyager dans l'instantanéité.
Donc, j'ai aucune limite de voyager dans tout ce que je veux, dans toutes les époques de la vie de l'humanité. Ça veut donc dire également que si je veux faire une lecture intuitive à quelqu'un, ben je peux le faire sans problème, puisque je ne suis pas limité par l'espace-temps. Justement, je ne suis pas limité par la distance. Donc, je peux accéder à quelqu'un qui est en Chine, faire une lecture intuitive aussi précise que si la personne était à côté de moi, par exemple. Voyez, alors, c'est ça un peu, je ne sais pas si je réponds bien à la question à Pascal, mais c'est ça un petit peu que je donnerais comme réponse pour tout de suite. Pascal te dit merci, c'est beaucoup plus clair. Bon, mais tant mieux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y a une question de Magali qui demande comment peut-on se dégager d'entités néfastes? Ben, je suppose que c'est ce qu'on va voir au cours de la soirée. Mais peut-être que je peux quand même aborder le sujet parce que c'est quand même intéressant comme Oui. question. C'est une question qui m'a été, comme je n'avais pas d'identité moi-même, j'ai resté un peu dans une espèce d'appréhension pendant quelques temps parce que je ne savais pas de quoi il s'agissait. Je ne sais pas à quoi j'avais affaire véritablement. Et la vie est bien faite. J'étais en contact avec des gens qui se disaient possédés à plusieurs reprises. Moi, j'avais peur des entités, donc c'était comme des défis à chaque fois que quelqu'un se présentait à moi en me disant qu'il avait donc cette problématique-là. Et avec le temps, j'ai compris une chose toute simple, et c'est une question, c'est pour ça que je trouve que c'est une question intéressante, c'est qu'on aborde la notion d'entité comme on aborde la notion de bien et de mal. On part du principe qu'une entité, elle est méchante, elle est négative, souvent. On va souvent parler qu'il faut enlever l'entité. Hein? On a cette espèce d'impression, nous, en tant qu'êtres humains, que quand quelque chose ne va pas, il faut l'enlever. On ne se pose pas la question de savoir, mais pourquoi elle est là, par exemple, cette fameuse entité. Alors, quand on commence à prendre le temps de s'adresser à elle et de lui demander pourquoi elle est là, de lui demander pourquoi elle est là, juste faire ça, prendre le temps de demander. On est loin de penser à l'étape de dire, bon, je vais prendre de l'eau bénite, ma croix, mon karaté, je vais me battre avec l'entité. Non. Il s'agit de voir que cette entité-là est une énergie de souffrance. Cette énergie de souffrance, quand on prend le temps de lui tendre la main, quand on prend le temps de s'adresser à elle pour simplement lui demander pourquoi elle souffre, pourquoi elle manifeste de la souffrance ou de la douleur, pourquoi elle fait des choses qui peuvent paraître être négatives, par exemple. Et tout ça, finalement, va me permettre de comprendre la raison d'être de sa souffrance. Quand on comprend la raison d'être de la souffrance, on est déjà capable d'accueillir cette mémoire-là qui va déjà se sentir moins, cette entité va se sentir moins en état de colère, de frustration, parce elle va comprendre qu'on l'accepte. Et quand on aborde ensuite la notion de déprogrammation dont je parlais tout à l'heure, ben on comprend évidemment que la déprogrammation, qu'est-ce que c'est? C'est une capacité de donner dans l'immédiat tout ce dont l'énergie a besoin pour qu'elle se sente bien. Et comme on est dans un processus où cet univers superlumineux fonctionne avec le principe de l'imaginaire, on comprend que l'intention, hein, que si cette entité-là me dit, ben moi j'aurais besoin finalement euh, de douceur, mais si je peux lui donner de la douceur dans l'immédiat, je peux, par l'intention, par le support imaginaire, lui transmettre de la douceur. Et parce que je lui transmets de la douceur, il va y avoir donc des transformations qui vont se faire, qui vont amener l'entité en question de se libérer, de se dégager de sa souffrance et de sa douleur. Et c'est là qu'on commence à comprendre la notion d'ego aussi. Qu'est-ce que c'est que l'ego? C'est quelque chose de figé. Toute forme d'entité, toute forme de mémoire avec laquelle vous allez être en interaction dans votre vie sont des expériences de l'ego. Quand vous voulez travailler sur des expériences de l'ego, vous ne pouvez pas utiliser votre ego pour travailler avec ces énergies-là. Pourquoi? Parce que vous allez amplifier le processus. Deux égos ensemble, qu'est-ce que ça fait? Hein? Mettez-vous avec une autre personne qui a un égo assez fort, si vous avez un égo assez fort, et vous allez voir que ça va créer une confrontation. Alors, quand on aborde le monde des entités avec l'ego, avec le sentiment que l'entité est négative ou qu'elle est malsaine ou je ne sais quoi, on est dans une relation d'ego. On est deux êtres forts, hein, l'entité puis moi. Mais moi, je suis plus fort que l'entité, je vais lui montrer c'est qui le patron. Et ça, c'est quelque chose que j'entends énormément souvent quand il s'agit d'entités. Et puis moi, ce que je dis, c'est que quand on apprend simplement à se mettre dans une position de témoin, on n'est pas en réaction envers l'ego. On n'est pas dans un rapport de force avec l'entité en question. On est dans une relation simplement d'amour où on apprend à accepter, ah ben oui, tu souffres, pourquoi? Et quand on commence à prendre cette façon d'aborder les entités, on se rend compte que le travail avec les entités devient beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus paisible, j'irais jusqu'à dire, parce qu'on comprend quelque part que ces énergies-là sont simplement de la souffrance. Et pourquoi la personne se dit possédée?
il faut comprendre que la personne qui se dit possédée n'est pas une victime, elle est en résonance avec l'entité en question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne en question, elle a quelque chose en elle qui fait que cette mémoire, cette entité-là est en attraction avec elle. Donc, on comprend ici que quand on fait un travail de compréhension et qu'on cherche à comprendre la raison d'être de la souffrance de l'entité, on est en train de faire un travail sur la personne aussi qui est prise par l'entité en question. Et c'est là qu'on va commencer à comprendre que plus on déprogramme, on libère la programmation de cette entité-là, mais plus on aide notre partenaire à devenir conscient de sa propre programmation, lui, et qu'il peut apprendre justement à développer un nouveau rapport avec lui-même qui va l'amener à une transformation. Je peux peut-être vous donner un exemple de ça que j'avais dans ma clientèle. À mon lit, j'avais une personne qui était très proche d'être internée en psychiatrie et sa sœur lui avait proposé de venir me voir. Et qu'est-ce qui est ressorti de cette consultation-là? C'est que dès le début, cette femme-là, quand je me suis mis en relation avec elle, il est apparu une Amérindienne. Et cette Amérindienne disait qu'elle voulait tuer tous les hommes. Elle avait beaucoup de violence, beaucoup de colère en elle et elle voulait tuer tous les hommes. Donc, imaginez, si j'avais été dans l'ego, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais voulu, hein, j'aurais eu une larme à l'œil en disant, ben non, je dois sauver tous les hommes sur Terre, c'est pas possible, hein, ils vont tous mourir, il faut que je fasse quelque chose. Alors, j'aurais sorti mon eau bénite, j'aurais sorti ma croix, et puis je l'aurais assommé, c'est sûr. Et là, je suis en train de blaguer, évidemment, mais quand on parle des gens qui travaillent avec les entités, souvent, ce genre de discours-là, on n'en est pas très loin. Mais si on prend le temps de demander à cette femme-là, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai simplement demandé à cette Amérindienne-là pourquoi elle voulait tuer tous les hommes. Bon, elle m'a dit tous les défauts que les hommes avaient, etc. Bon, il y a plusieurs raisons, hein. Ça pourrait être très, très long, tout ce qu'elle m'avait raconté. Encore là, je blague. Mais ce qu'elle m'a dit essentiellement, c'est qu'elle m'a montré une scène dans laquelle elle a été violée par son meilleur ami, par un homme avec lequel elle avait confiance d'une façon très, très importante, et elle a été tuée par la suite. Donc, elle avait une grande souffrance. Maintenant, ça, c'est l'Amérindienne qui me disait ça, que c'était sa souffrance. Quand je regardais l'histoire, maintenant, le lien qui existait entre cette Amérindienne et cette femme-là, qui était la cliente, cette femme-là, elle était née dans un milieu où son père était dominant et il la battait. Ensuite, elle s'est retrouvée évidemment plus vieille, elle s'est mariée avec un homme qui était très dur avec elle et qui la battait aussi, et qui était très dominant. Et elle s'est retrouvée dans un milieu professionnel dans lequel elle se retrouvait avec des gens qui étaient très dominants. Elle était à peu près la seule femme dans un milieu d'hommes. Alors, je vous donne ces exemples-là pour faire comprendre que qu'est-ce qui faisait qu'elle venait me voir, c'est que cette femme-là, elle n'était plus capable de sortir dans la rue parce qu'elle avait l'impression que les hommes la déshabillaient du regard. Elle avait l'impression d'être complètement abusée par le regard des hommes. C'est un peu irrationnel ce que je suis en train de vous dire, mais c'était son expérience. Et puis, quand on a commencé à faire le travail, puis cette Amérindienne-là, qu'est-ce qu'elle me racontait? Elle me disait qu'elle était là, dans le champ énergétique de cette femme-là, pour lui donner le courage d'être en colère. Comme si cette Amérindienne-là, qui avait expérimenté donc la colère, la frustration, elle voulait tuer tous les hommes, elle voulait donc donner cette colère-là à ma cliente, parce que elle disait que cette femme-là avait appris à rejeter sa colère. Et que c'était son problème aujourd'hui, c'est qu'elle n'était pas capable d'assumer sa colère. C'est pourquoi elle subissait justement l'impression qu'elle subissait le regard des hommes. C'est parce qu'elle n'arrivait pas à assumer cette force de colère qui est en elle et que tout le travail consistait à réapprendre à renouer contact avec cette force de colère qu'elle avait apprise à ne pas valoriser toute sa vie. Donc, tout le travail a consisté justement à simplement faire un travail de déprogrammation sur la mémoire amérindienne pour qu'elle se libère du champ énergétique de la dame et que par la suite, bien évidemment, la dame puisse se réapproprier cette fameuse colère qui est en elle. Et suite à ça, bon, progressivement, elle a repris le marché du travail. Bon, elle a fait des changements de travail. Hein, elle n'est pas restée dans le milieu dans lequel elle était. Puis c'est un milieu qui n'était pas sain pour elle. Mais elle a pu reprendre contact avec ce pouvoir qu'elle avait de vie. Et elle a commencé justement donc à faire un virage qui lui a permis de renouer contact avec un équilibre beaucoup plus important. Donc voilà, alors je ne sais pas si ça répond à la question oui, j'ai répondu à la question en fait qui m'avait été posée. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, je poursuis simplement. Alors, il y a plein de questions déjà. C'est comme tu le sens. On peut poursuivre et puis après prendre le temps vraiment d'y répondre. Ou alors on peut continuer à répondre et construire avec nos chers auditeurs. Ben en fait, je vais peut-être poursuivre. Tu peux peut-être m'interrompre si tu vois qu'il y a des questions qui sont pertinentes ou pour les faire venir, comme tu veux. Ok. Voilà. Ou sinon, on fait des pauses de temps en temps. OK. Voilà, pour répondre comme ça. On fait un petit point. C'est ça. Donc,
On va poursuivre simplement, si vous voulez bien, puis je vais même tenir compte quand même, je pense je vais répondre certainement à certaines questions que vous avez à travers le discours que je vais vous transmettre. Alors, donc, vous l'avez sans doute compris que le travail intuitif pour moi, c'est un travail dans lequel la fameuse notion de mémoire identité, c'était quelque chose qui n'était pas si facile que ça à différencier. J'aimerais ça peut-être faire une définition pour commencer de cette différenciation-là, pour être capable de comprendre un peu plus clairement le monde de la mémoire. Quand je dis que je travaille avec de la mémoire, parce que moi, je vois toujours de la mémoire chez les gens. Je vois plein de personnages et tout ça. Je ne suis pas en train de dire à la personne qu'elle a plein d'entités en l'intérieur d'elle-même. Je suis en train de dire à la personne qu'elle a donc des mémoires qui sont en elle. Qu'est-ce qui distingue d'une entité d'une mémoire pour bien faire la différence? C'est que, habituellement, l'entité est une mémoire qui est plus figée que ce qu'on appelle une mémoire. Donc, l'entité est plus figée. Plus figée, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire qu'il y a plus de souffrance, il y a plus de douleur, il y a plus d'émotions. Et pourquoi c'est comme ça? Mais parce que quelque part, la personne qui résonne avec l'entité, elle est plus souffrante, elle a plus d'émotions, elle a plus de souffrance, elle a plus de douleur. Donc, le phénomène d'attraction entre l'entité et la personne est directement relié à la gravité émotionnelle qui n'est pas assumée chez la personne, qui va donc entraîner cette réaction-là. Alors que quand on parle d'une mémoire d'une façon plus naturelle, on est tous dissociés, nous, en tant qu'êtres humains. C'est-à-dire que tout au long de notre vie, quand on est sur Terre, puis on fait tout notre cheminement de notre vie, tout au long de notre vie, on va apprendre, nous, à se dissocier de mémoire. C'est-à-dire que quand on vit quelque chose de traumatisant dans soi, on va rejeter l'émotion. Et en rejetant l'émotion, on va voir apparaître dans notre champ énergétique, si on est un intuitif, on va voir apparaître une scène de l'événement qu'on a rejeté. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas en harmonie avec nous, c'est un peu comme si ça se retrouvait dans notre champ énergétique. Et ça veut donc dire que quand on observe le champ énergétique, on voit donc un ensemble d'informations à l'intérieur du champ énergétique. Et cet ensemble d'informations-là vont m'informer, moi, du déséquilibre qui existe chez l'être humain, puisque ces mémoires-là sont des événements, des souffrances, des blessures qui n'ont pas été en paix, qui ne sont pas en paix et en harmonie avec notre partenaire. Donc, le travail va consister justement à rétablir l'harmonie et la paix pour qu'il y ait justement une forme d'alignement qui puisse prendre forme. Quand on parle d'entité, ben, habituellement, l'entité, quelque part, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va avoir une plus grande présence, une identité plus forte. Et cette identité plus forte est simplement liée au fait que mon partenaire a une identité qui est plus fragile, qui est plus sensible. Et comme l'entité prend beaucoup d'espace, beaucoup de place parce qu'elle a une identité qui est très, très forte, ça va donner l'impression que la personne n'est plus en possession de ses moyens, que notre individu se sent vraiment possédé par quelque chose qui ne lui appartient pas. En fait, le processus qui est mis en cause, c'est basé sur la loi d'attraction. La loi d'attraction, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Elle nous enseigne que moi, en tant qu'être humain, j'ai un champ énergétique et dans ce champ énergétique-là, j'ai un ensemble de mémoires qui se trouvent dans mon champ énergétique. Alors, ce que je dégage, finalement, c'est des informations dont je ne suis pas nécessairement conscient. J'ai des blessures, j'ai des bons coups, des potentiels limitatifs, évolutifs, tout ça. Donc, quand je sors dans la rue, je vais rencontrer des gens. Ces gens-là, finalement, qui vont développer des relations avec moi, vont se sentir attirés par moi, pas rationnellement. C'est-à-dire qu'ils vont sentir des attractions. Leur champ énergétique à eux vont avoir une somme d'informations qui vont se sentir attirés avec moi par la somme d'informations que je dégage. Il y a donc des échanges qui se font à notre insu dans cet univers subtil, cet univers super lumineux, dans lequel les mémoires vont, à quelque part, avoir des attractions ou des répulsions. Et ça veut donc dire effectivement qu'on est, nous, en tant qu'êtres humains, confrontés tout au long de notre vie à constater que lorsque des gens se présentent dans notre vie et qui nous font souffrir ou qui nous font vivre des belles choses, ces gens-là, quelque part, vont donc créer une chimie vibratoire avec nos mémoires à nous et les leurs. Et ça va donc créer une situation où on va avoir tendance à faire un travail de croissance pour nous obliger justement à faire la paix avec les blessures qui sont en moi. Par exemple, si j'ai vécu à l'âge de 8 ans un abandon, ben, il y a de fortes chances que je rencontre dans ma vie des gens qui vont me faire expérimenter l'abandon. Je pourrais dire que ces personnes-là sont des personnes qui sont négatives, qui sont méchantes, alors que finalement, elles n'ont rien à voir là-dedans. C'est-à-dire qu'elles ont simplement raisonné avec l'abandon, les mémoires d'abandon qui étaient en moi. Et que le travail consiste pour moi à comprendre que l'univers me demande de faire un travail sur l'abandon pour récupérer l'expérience d'abandon que j'ai vécue à l'âge de 8 ans, pour pouvoir effectivement grandir, évoluer, cheminer et devenir finalement plus aligné avec mon être. Quand on parle d'entité,
ben, c'est le même phénomène qui va se présenter, c'est-à-dire que dans mon champ énergétique, si j'ai une entité, cette entité, elle est là pourquoi? C'est-à-dire que la loi de l'attraction, elle ne s'applique pas juste dans le monde terrestre, dans le monde subtil, dans le monde des gens vivants. Elle va se faire aussi dans le monde subtil, avec des personnes décédées, avec des phénomènes de mémoire, etc., qui veut donc dire que quand je suis dans ce principe d'attraction, de la loi de l'attraction, ça veut donc dire que je peux, moi, dans mon propre, de ce que je dégage dans mon propre champ énergétique, me mettre en résonance avec des mémoires familiales qui ne sont pas nécessairement reliées au monde terrestre. Hein, ça peut être des ancêtres très, très lointains dans ma vie, ou ça peut être des mémoires d'autres vies. Et si j'ai une émotion très, très intense, je pense souvent, par exemple, à des gens qui ont vécu des viols ou des gens qui ont vécu des choses très, très, très traumatisantes, mais qui n'ont pas pu en parler ouvertement. Un viol, par exemple, ça peut entraîner des fois, on peut vivre des viols très, très jeunes et on peut ne pas être même conscient de ça. Et quelquefois, dans notre champ énergétique, on porte ces blessures-là en dedans de soi. Et ces blessures-là peuvent effectivement se mettre à résonner avec des énergies, des entités qui sont vraiment reliées à de la souffrance profonde. Et pourquoi elles se manifestent à nous? C'est parce qu'elles sont là pour nous aider justement à vivre l'expérience d'être dénouées, en quelque sorte, les douleurs et les souffrances qui ont été vécues à travers notre vie. Et ça, c'est quelque chose que je pense qui est très intéressant, puis souvent mal compris par rapport au phénomène des entités, c'est qu'on a souvent l'impression que les entités, si on est vraiment malchanceux, on a pris une entité, on marchait dans la rue, puis une entité nous est tombée dessus. C'est comme si on était un peu une victime. Alors que finalement, moi, je crois que les entités se manifestent à nous parce qu'on est en résonance avec elles. On a un contenu émotionnel qui vont faire qu'elles vont finalement vibrer avec nous et que si elles sont là, c'est parce qu'elles nous obligent à faire un travail de croissance sur nous-mêmes pour apprendre justement à renouer contact avec nos frontières, puis renouer contact avec une stabilité plus importante dans notre vie. Alors, c'est ça que moi, je pourrais vous dire par rapport à ça. Est-ce que tu aurais des questions que tu aurais le goût de me témoigner par rapport à ce que je viens de dire? Alors, je jette un œil. Euh, Ah bah justement, on a une question de Guest qui dit: Bonsoir, une nuit, j'ai eu une entité ou énergie qui prenait possession de ma voix. Donc durant la nuit, jusqu'à me réveiller, cette entité m'insultait ou me menaçait. Que dois-je comprendre en termes de relation? Qu'est-ce que j'ai attiré? Qu'est-ce qui fait que j'ai attiré cela? Merci par avance pour ton retour. Oui, c'est certain qu'on pourrait. Là, c'est vraiment une question très personnelle ce que Guest pose. Euh, En fin de compte, il faut savoir, c'est que quand on parle d'une entité, on parle d'une énergie. On va appeler ça comme ça. Cette énergie, si moi, par exemple, dans mon propre champ énergétique, j'ai une densité qui est faible. Une densité qui est faible, ça veut dire que mon champ énergétique n'a pas de consistance. Si une mémoire, justement, se manifeste à moi et elle rentre dans un espace vide dans mon intérieur, c'est-à-dire que je n'ai pas de frontières, je n'ai pas de protection. Pourquoi je n'ai pas de frontières? C'est parce que mon système immunitaire est faible. Pourquoi mon système immunitaire est faible? Parce que je n'ai pas appris à me protéger. Pourquoi je n'ai pas appris à me protéger? Ben, il y a des causes énergétiques, des causes psycho-émotionnelles qui peuvent être associées à ça, mais ça veut donc dire quelque part que habituellement, quand notre système immunitaire est faible, c'est souvent provoqué par des expériences émotionnelles douloureuses à laquelle on s'est désensibilisé. On n'a pas voulu vivre quelque chose de trop douloureux, ça nous faisait trop mal, etc. Et ça nous amène donc à ce moment-là à donc développer des zones de fragilité au niveau immunitaire. Et là, ces entités-là peuvent à ce moment-là prendre possession de ces espaces-là. Donc là, tu me parles donc de ta voix durant la nuit. Alors, c'est possible justement qu'au niveau de cet espace-là de la gorge, il y ait effectivement une zone de fragilité qui a pu se manifester à ce niveau-là. Maintenant, il y a tout un phénomène de dissociation qu'il faut comprendre ici. La dissociation, c'est quoi? C'est que il y a des. euh, moi, j'ai mon conscient et il peut y avoir effectivement, par cette présence-là d'énergie, reflète à quelque part une forme d'inconscient. Un inconscient qui a des besoins, des demandes ou qui a des frustrations, des mécontentements qui n'ont pas été exprimés. Je ne suis pas en paix avec moi-même, donc je ne suis pas capable d'actualiser qui je suis véritablement. Et je vais me trouver en conflit avec moi-même. Et là, ce que Guest raconte un peu, c'est un peu ça, c'est-à-dire que cette énergie-là qui prenait possession de sa voix durant la nuit, l'insultait, la menaçait. Donc, encore là, la démarche à faire, finalement, dans un premier temps, c'est pourquoi tu m'insultes, pourquoi tu me menaces, et à ce moment-là, on commence à comprendre, effectivement, on reste dans une position de neutralité. Ça, c'est très important. Pourquoi la neutralité? Parce que si on est dans l'ego,
on est dans un rapport de force avec l'autre énergie. On va la voir comme dangereuse, on va la voir comme étant quelque chose qui nous veut du mal. On va donc lui attribuer une couleur. C'est pas parce que quelqu'un nous menace qu'elle est nécessairement en train de vouloir nous tuer. Hein. Elle nous menace, c'est-à-dire qu'elle nous exprime une frustration, un mécontentement. Et si on lui demande, mais pourquoi tu me menaces? C'est quoi ta souffrance? Qu'est-ce que tu veux m'exprimer? Et là, on commence à comprendre quelque part que quand on parle comme ça, on apprend donc à faire face au messager. Le messager, c'est je ne me laisse pas impressionner par la menace. Ce qui m'intéresse, moi, c'est pourquoi tu me menaces. Et c'est là, quelque part, qu'on parle du messager. Le messager, c'est le message de l'entité en question. Et c'est là qu'on commence à comprendre, justement, que cette mémoire-là, quelque part, qui peut être présente là, cette forme de cette conscience mémorielle qui est l'entité, ben, elle a effectivement donc une raison d'être à me transmettre. Moi, je pense, Guess, qu'il peut y avoir à l'intérieur de vous-même une grande, grande, grande culpabilité. Une grande culpabilité par rapport à votre vie, que vous n'avez pas fait la paix avec vous-même à ce niveau-là. Et que cette expression-là que vous me décrivez pouvait être beaucoup en liaison avec cette culpabilité. Un peu comme si la vie vous demandait de faire un travail sur cette fameuse culpabilité qui est en vous pour apprendre justement à faire la paix avec elle. Et que, parce que, vous voyez, le phénomène de l'entité, on le mélange à plein de choses. Je vais donner un exemple de ça. Une personne, une sexologue m'appelle et elle me dit, écoute, Sylvain, je vais te faire, j'ai quelqu'un que je veux te faire, que je veux que tu soignes. Ouais, elle me dit qu'elle a 6 entités. Là. Donc, elle dit qu'elle est très inquiète, elle ne se sent vraiment pas capable de travailler là-dessus, elle a très, très peur de cette personne-là. C'est un schizophrène qui prend la médication. OK? Et elle me dit, donc, elle va me l'envoyer, tout ça. Donc, voilà. Alors, moi, je prépare mon ensemble. Je me pratique à mon karaté. Bon, là, je blague toujours un peu. Hein? Et je rencontre la fameuse personne. Très sympathique, complètement inoffensif. Il est médicamenté, donc il est complètement drogué. Donc, il se présente à moi. Je prends le temps de faire une lecture chez lui et je constate effectivement qu'il y a plusieurs expressions en lui. C'est-à-dire, en fin de compte, qu'est-ce qui distingue une personne qui se dit souvent prise de possession? Hein? C'est souvent aussi son identité, c'est-à-dire que on va regarder la personne, son champ énergétique, et on va constater que son champ énergétique est morcelé. C'est-à-dire que la personne n'a pas d'identité, donc elle n'est pas capable de créer une coordination des mémoires qui sont en elle. Alors, comme elle n'est plus capable de coordonner ces mémoires-là en elle dans une unité, ben, quelque part, ces mémoires-là vont se retrouver dans une situation de force, c'est-à-dire que ces mémoires-là vont devenir plus importantes que l'individu comme tel. Alors, dans ce cas, à lui, une des entités qui était très, très importante et qui faisait très peur à la sexologue en question, c'était Hitler. Vous connaissez Hitler, hein, on n'a pas besoin de présentation particulière. Et donc, cet homme-là se disait donc possédé par Hitler. Et quand Hitler se manifestait, il voulait tuer tous les Juifs. C'était un peu le délire dans lequel il se trouvait. Et ça se produisait plus spécifiquement près des églises. Et puis quand on commence à faire la lecture intuitive et tout ça, on comprend quelque part que cette personne, premièrement, c'est une personne qui prenait énormément de drogue, de cocaïne, pendant un long laps de temps. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, il avait un frère jumeau. Ce frère jumeau a pris une overdose et en est décédé dans une église. Vous commencez à faire peut-être le lien. Cette personne-là, quelque part, donc, a perdu son frère jumeau, qu'il aimait énormément, dans une église. Il est quelqu'un qui a pris beaucoup de drogue. Ses frontières sont beaucoup plus floues à cause de ça, parce que la drogue va affecter la frontière du champ énergétique. Et là, cette personne-là, quelque part dans un état de souffrance, incroyablement élevé, tout en n'ayant pas la frontière, la capacité de se connecter à sa souffrance pour la vivre. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ben, quelque part, il va finalement faire un genre de fuite énergétique, pourrait-on dire, en se disant, ben voilà, Hitler est l'expression de ma souffrance, et ma souffrance dit que c'est à cause des Juifs si mon frère est décédé. Est-ce que c'est vrai que c'est selon les Juifs qui ont tué son frère? Non. Sauf que dans sa logique à lui, dans son incapacité donc à admettre la douleur, la raison d'être de la souffrance, qui était véritablement de constater que son frère a pris une overdose, bien évidemment, c'était une façon à lui, pour lui, de libérer cette frustration, cette douleur, sa souffrance concernant cela. Il y avait d'autres entités chez cette personne-là, quelque part, mais je vous montre l'idée qu'on ne comprend pas toujours bien, parce que dans ce cas-là, pour moi, ce n'était pas quelqu'un qui était possédé comme tel. C'était plutôt quelqu'un qui avait donc des frontières tellement faibles qu'il n'arrivait pas à gérer ses émotions. Et comme il n'arrivait pas à gérer ses émotions, ben, il avait donc développé
des, des portes de sortie pour exprimer ses émotions. Donc, il y avait Hitler, il y avait des fantasmes sexuels. Il était marié, cet homme-là, mais il y avait des fantasmes sexuels pour d'autres femmes. Et l'entité qui incarnait cela, c'était la sœur de Céline Dion, parce qu'il y avait des fantasmes sur Céline Dion. Donc, vous voyez, ça fait caricatural comment je vous présente ça, mais c'était la réalité. Cette personne-là avait vraiment donc développé donc des énergies pour exprimer certains besoins qu'il avait en lui. Donc, Hitler lui permettait d'exprimer sa colère. La sœur de Céline Dion lui permettait d'exprimer son désir sexuel, parce que quand il était en contact avec la sœur de Céline Dion, il pouvait dire qu'il avait le désir pour d'autres femmes. Et parce que la sœur de Céline Dion lui disait de faire l'amour avec Céline Dion ou avec d'autres femmes. Donc, vous voyez, alors, ça fait peut-être un peu comique comme situation, mais c'était quand même une situation quelque part qui était quand même tragique pour cette personne-là, puisqu'il était donc schizophrène et il avait donc une médication, puis il n'avait donc pas d'avenir devant lui. Et après un soin, je me rappelle, j'ai fait un soin et cette personne-là, c'est elle qui a décidé de le faire. Hein, c'est pas moi qui lui avais dit de le faire, mais après un soin et après avoir fait un travail justement pour enlever ces énergies-là un peu comme c'est qui le déracinant quelque part, il s'est remis à travailler et pendant un an de temps, il n'y a pas eu de rechute. Il est revenu voir un an plus tard par la suite pour poursuivre le travail. Donc, tout ça pour dire qu'il y a quelque chose quand même d'incompris encore beaucoup dans les maladies psychiatriques. Et dans ce cas-ci, ça avait été vraiment très efficace le soin qui avait été donné. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si ça donne ça donne des cloches pour d'autres questions. Je poursuis simplement. Alors, déjà, ça répond à Guest qui te dit, en effet, il a une maladie auto-immune, justement liée au système de l'autodéfense. OK, ouais. Et souvent, justement, c'est autodéfense, auto-immune, ça veut dire quoi? C'est action contre soi. Donc, ça vient un peu, tantôt je parlais de la culpabilité, hein? Donc, quand on a une action contre soi, on est contre soi. On n'est pas en harmonie avec soi. Et c'est pour ça que justement, tout le travail de la pleine conscience intuitive met beaucoup l'emphase sur l'accueil ou la réunification à soi, qui est basé sur le principe de l'amour. L'amour, c'est quoi? C'est je ne juge pas, je n'attaque pas, je cherche juste simplement à comprendre et à déprogrammer et à soigner. C'est toujours les mêmes clés, quel que soit le travail que l'on fait, que ce soit un travail sur des mémoires, sur notre champ énergétique, sur l'aspect psycho-émotionnel ou sur des entités ou je ne sais quoi, on va toujours procéder de la même façon à ce moment-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je poursuis. Alors, on peut juste prendre, avant de poursuivre, la question de Carole qui demande quels moyens a-t-on pour comprendre ce que les entités veulent nous dire sans être persuadé que c'est le mental qui nous construit la réponse? Oui, mais c'est ça la problématique de base de ça, c'est qu'il n'y a pas de. Il faut développer un certain discernement pour être capable d'arriver à le faire. Le discernement, il va se faire comment? À travers un apprentissage. Alors, par exemple, si moi je veux communiquer, si on parle d'entité, moi je vais dire comment, je vais demander, c'est Carole qui disait ça, c'est ça? C'est ça. Alors, la question que je poserai à Carole, moi, c'est comment définit-on une entité? Alors, c'est ça la première chose, c'est qu'avant même de parler d'entité, il faut d'abord comprendre c'est quoi l'énergie, par exemple, c'est quoi le champ énergétique, c'est quoi la santé, c'est quoi qui anime ce champ énergétique-là. C'est là qu'on va constater que dans la lumière, dans notre énergie vitale, il y a des mémoires. Ces mémoires-là sont quoi? C'est des mémoires qui sont dans mon histoire personnelle. Alors, si moi, la mémoire de moi, alors j'ai 8 ans, qui se sent abandonné, c'est pas une entité, c'est une mémoire. Par contre, elle se comporte comme une mémoire de la même façon qu'une entité. C'est ça que je vous fais comprendre, c'est que le phénomène de l'entité, quelque part, on en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans trop le comprendre. Parce que quand on observe le champ énergétique d'une personne, on constate bien que le champ énergétique d'une personne est animé par des mémoires. Des mémoires, c'est tout à fait normal. On est tous dans ce bain-là. On est tous animés par des mémoires qui sont reliées à des souffrances ou des blessures ou des énergies qu'on n'a pas réussi à harmoniser en soi. Et c'est ça qui va faire que moi, quand je fais une lecture intuitive d'une personne, je vais pouvoir donc évaluer la coordination qui existe entre ces mémoires-là pour déterminer l'équilibre psycho-émotionnel d'une personne. Maintenant, quand on parle d'entité en général, c'est que ces énergies-là, quelque part, ces mémoires-là, sont simplement plus puissantes, sont plus égoïquement fortes, je dirais, dû au fait qu'il y a une résonance émotionnelle avec notre partenaire. Souvent, les phénomènes d'entité, les phénomènes de poltergeist, les phénomènes paranormaux de ce type-là, sont souvent en liaison avec un individu qui a vécu une souffrance émotionnelle puissante et qui n'en a pas, qui n'a pas su l'exprimer, qui n'a pas su la communiquer.
Ça a été vraiment observé, c'est répertorié. Et souvent, les gens qui sont aussi possédés, c'est des gens qui sont alcooliques, qui prennent des drogues, qui ont vécu des grands traumatismes du type du viol dont je parlais tout à l'heure, ou qui ont des problèmes d'identité très, très élevés, avec leur identité, leurs frontières ne se sont pas développées adéquatement tout au long de leur vie. Alors, vous voyez que la désignation, quelque part, du phénomène de l'entité, c'est souvent associé justement à un équilibre psychologique faible. La personne a déjà une fragilité de base et c'est ce qui va faire justement que cette fameuse entité va prendre forme. Et si cette entité prend forme, mais dites-vous bien qu'elle est là pour quelque chose, elle est là pour aider notre partenaire à se réapproprier son identité. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est toujours essentiellement négatif, comme on a tendance à le voir. Et souvent, quand on arrive avec notre ego en disant c'est une entité négative, je vais me battre avec elle pendant toute la nuit, ben, on est en train de cultiver quelque part un dogme de l'ego qui pense savoir finalement mieux que la mémoire. Si on s'adresse à l'entité en question et qu'on comprend sa souffrance, on a beaucoup plus de chances de travailler en harmonie avec l'univers, avec le principe intelligent de l'univers, qu'avec le concept de celui qui se dit ça c'est le mal. Hein, c'est comme le principe du bien et du mal. Quand on rentre quand on regarde des ouvrages ésotériques ou qu'on regarde, on va parler souvent du bas astral et du haut astral. Et dans le bas astral, on va dire que c'est des énergies négatives. Et dans le haut astral, on va dire que ce sont des énergies positives. Mais vous savez comme moi que ce qui est négatif et ce qui est positif, à quelque part, c'est des points de vue. Si moi, je vais dans le bas astral, mettons, puis je rencontre des mémoires qui se disent négatives, et que je prends le temps d'écouter ce qu'elles ont à me dire, à écouter leur souffrance, et à leur donner ce dont elles ont besoin pour ne plus être en souffrance, qu'est-ce qui va se passer, vous pensez? Ces mémoires qui sont dites négatives vont se transformer en des mémoires positives. Elles vont devenir évolutives. Elles vont changer de fréquence. Alors, si moi je la condamne, cette mémoire-là, en lui disant t'es négative et que je ne reconnais pas qu'elle puisse être autre chose, mais je suis en train de nourrir le bas astral à ce moment-là. Vous comprenez? Alors, c'est ça qui est très important de comprendre que quand on fait un type de travail comme celui-là, on doit vraiment avoir une position de neutralité le plus possible. Et ça, tout à l'heure, je vais vous présenter un petit peu les rudiments pour arriver à être capable de le développer d'une façon plus claire, plus nette et plus précise que cette position de neutralité dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Carole et s'il y a peut-être autre chose, sinon je continue. Ça continue, comme ça pourra répondre aussi à d'autres questions peut-être qui se posent. Et puis, on continuera les questions-réponses tout à l'heure. Donc, quand on essaie concrètement maintenant de développer l'habileté intuitive pour être capable justement de devenir passeur d'âme, etc., hein, on n'a pas encore abordé le monde de la mort, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui s'appelle mémoire, y compris même les personnes décédées, parce qu'il faut comprendre quelque part, qu'est-ce qu'une personne décédée? Moi, j'ai eu le malheur, évidemment, comme chacun d'entre nous, on vit tous, hein, on est tous confrontés à la mort un jour ou l'autre. Ma mère est décédée, moi, il y a un certain nombre d'années. Et j'étais en Belgique à l'époque et je ne pouvais pas revenir au Québec parce que la compagnie avec laquelle je faisais affaire venait de faire faillite. C'est la compagnie Sabena, pour ceux qui se souviennent. Et puis, j'étais donc confronté à devoir rester en Belgique. Et puis, ma mère était donc décédée. Je ne pouvais pas assister à la cérémonie puisque j'arrivais trop tard dû au délai de mon retour parce que je ne pouvais pas revenir à la date prévue. Et puis, j'ai donc fait un travail intuitif sur ma mère en profondeur pour accompagner ma mère dans le processus de la mort parce que je trouvais que c'était important. Et à travers cette expérience-là, j'ai quand même compris quelque chose que je voudrais vous partager. C'est que quand on travaille sur une personne décédée, il y a donc une facette de la personne décédée qui va remonter dans ce qu'on pourrait appeler un genre d'univers lumineux, un univers dans lequel la lumière existe, dans lequel la paix et la tranquillité existent. On pourrait l'appeler le niveau quelque part spirituel, on pourrait l'appeler comme ça. Maintenant, est-ce que toute la personne qui a existé, va se retrouver dans cet espace spirituel? Non. Il y a des facettes de cette personne-là, hein, des mémoires, pourrait-on dire, qui vont qui vont vibrer à d'autres niveaux de fréquence que le niveau spirituel. Ces autres niveaux de fréquence-là vont faire que ma mère, par exemple, dans ce cas précis, ben, je pouvais aller voir, bon, au niveau des fréquences les plus bas, ben, ma mère, qui était morte de la maladie d'Alzheimer, ben, se retrouvait dans la terre, perdue, en train de se demander qu'est-ce qu'elle faisait là, etc., parce qu'effectivement, elle était encore dans cette position de la maladie d'Alzheimer. Dans d'autres niveaux de fréquence, ben, il y avait d'autres mémoires, d'autres niveaux de conscience de ma mère qui se retrouvaient dans d'autres situations, et ainsi de suite. Ça veut dire que quand on décède, on pourrait presque dire que l'être se morcelle.
Et que, oui, effectivement, il y a une facette de lui, de sa facette lumineuse, qui est plus ou moins importante, qui vont aller dans le niveau spirituel, mais qu'il y a plein d'autres niveaux de conscience de ma mère, dans ce cas-ci, qui se retrouvaient dans d'autres espaces. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle d'une personne décédée, ben, on parle à quelque part d'une personne, justement, encore là, si on est un médium ou si on est un intuitif et on veut travailler avec une personne décédée, on va travailler avec plusieurs. On peut travailler avec, selon notre niveau de fréquence à nous, on va travailler avec un certain degré de fréquence de la personne décédée. Et c'est là, évidemment, qu'on comprend justement que ça devient intéressant de comprendre qu'il puisse être possible de voyager dans plusieurs niveaux de conscience pour accéder à plusieurs niveaux de conscience de la personne décédée pour faire un travail qui va être finalement encore être plus riche en quelque sorte. Et que tous ces niveaux de conscience-là dont je viens de vous parler, si je vais voir ma mère dans chacun de ces niveaux de conscience-là, mais qu'est-ce que je vais voir? Ben, je vais rencontrer ma mère. Je vais rencontrer ma mère dans un certain état psycho-émotionnel qui va être différent selon le niveau de conscience dans lequel elle se trouve. Alors, ça va être plus elle est bas, plus elle va être dans un niveau de conscience vibratoire faible, et plus elle est haute, plus elle va me montrer quelque part des facettes d'elle à des niveaux de conscience plus élevés. Alors, c'est intéressant parce que ça veut dire que quand on parle de notre passeur d'âme, bien, qu'est-ce que c'est un passeur d'âme? Mais effectivement, c'est un être humain qui reconnaît que l'être humain est habité par des états de conscience. Et ces états de conscience-là sont, quand on aborde la réalité de la mort, le corps physique n'existe plus. Donc, on se rapproche sans doute d'une réalité plus quantique, dans laquelle, évidemment, on peut comprendre que la conscience peut se retrouver dans plusieurs espaces différents en même temps, d'une façon constante et continue. Et que quand on peut donc faire un travail en tant que passeur d'âme, ben, on peut effectivement aller voir chacun de ces états de conscience-là pour être capable d'accompagner cette personne-là sur toutes les facettes d'elle, en tout cas le plus possible, pour permettre justement une libération à se faire plus profondément. Alors, vous voyez que ça amène des questions intéressantes par rapport au travail qu'on veut aborder, l'idée de travailler d'un travail comme passeur d'âme, ou même quand on parle de cette notion justement de qu'est-ce que c'est que la vie après la mort. Hein. On comprend quelque part que la vie après la mort, ben, c'est peut-être, hein, en fin de compte, ce sont des états de conscience à quelque part avec lesquels on vibre, qui vont finalement, où on va retrouver, bon, moi, Sylvain, si je meurs demain matin, ben moi, Sylvain, je vais sortir il y a certains niveaux de conscience que je vais dire, ah, ben Sylvain, il est à cet endroit-là, ah, ben Sylvain est à tel autre endroit, et ainsi de suite. Je vais donc me manifester différemment selon le niveau de conscience dans lequel je vais me trouver. Et le travail, qu'on va chercher à faire, évidemment, quand on fait un travail euh, de passeur d'âme, c'est de chercher justement le plus possible à aligner chacun de ces états de conscience-là pour amener, évidemment, l'expérience de Sylvain en tant que conscience, de la libérer le plus possible de ses programmations limitatives. Puis que ces mémoires-là, qu'est-ce qu'elles font quand elles demeurent dans l'univers superlumineux à des fréquences plus basses? Elles vont simplement, finalement, vibrer avec nous en tant qu'être humain. C'est-à-dire que la colère que moi, j'ai pu vivre, ou la colère que ma mère a pu vivre, ou la colère d'une personne décédée a pu vivre lorsqu'elle était vivante, bien, cette colère-là, elle va finalement créer une espèce de magma mémoriel. Et ce magma mémoriel fait que moi, en tant qu'être humain dans le monde terrestre, ben, je peux vibrer avec cette colère-là qui existe et qui se nourrit quelque part de la colère des humains. Et les êtres humains ben, se nourrissent de cette colère-là aussi. Donc, vous voyez qu'il y a une espèce de phénomène d'échange énergétique subtil qui s'effectue sans qu'on en soit conscient et qui forme un genre de plafond, hein, c'est-à-dire que toutes ces mémoires-là, finalement, forment un plafond qui nous empêche d'accéder à la dimension spirituelle, qui nous empêche de pouvoir nous libérer véritablement de l'expérience humaine. Et c'est ça, quelque part, quand même, qu'on doit se rappeler que quand on décède, sans doute qu'on peut envisager l'idée que notre objectif en tant qu'être humain, lorsqu'il décède, mais c'est d'arriver justement à renouer contact avec la lumière pure, pas une lumière qui est programmée par une conscience de souvenir de l'histoire humaine, mais qui soit capable de se libérer de tout ça. Et je pense que le cycle du karma, à qui on fait référence dans certaines traditions, est sans doute relié aussi à ce sentiment-là, quelque part, qu'on est constamment prisonnier d'une espèce de cycle. Mais ce cycle-là, finalement, qu'est-ce que c'est? Mais selon moi, c'est beaucoup animé par cette pollution mémorielle qui se manifeste à mesure que justement on accumule cette mémoire-là d'une façon constante et continue dans ce niveau de conscience-là plus subtil. Je ne sais pas si ça amènerait des questions, des commentaires. Ouais, il y a une question de Dominique. Donc, une âme errante euh, peut donc être passée partiellement dans la lumière, c'est ça? Oui. Ben, c'est-à-dire que il va y avoir donc c'est-à-dire que quand on parle de niveau de conscience, on doit se rappeler qu'il y a des facettes de moi
des facettes d'une personne décédée qui vont se retrouver dans un certain niveau de conscience. Et ces niveaux de conscience-là, quelque part, sont vraiment dans des univers. Alors moi, si je fais des voyages dans ces univers-là, je vais rencontrer, par exemple, une personne à un certain niveau de conscience dans un certain endroit. Ensuite, je vais la retrouver dans un autre niveau de conscience. Et tout ça se fait c'est un univers qui n'est pas physique, qui n'est pas terrestre. C'est donc un univers finalement qui se transforme constant. Moi, je vous parle de niveau de conscience, mais il suffit que je rentre dans un niveau de conscience pour amener une transformation qui va faire que la mémoire va m'amener à un autre niveau de conscience et ainsi de suite. Tout se fait d'une façon complètement instantanée et rapide, et c'est pas du tout, on n'est pas du tout pris dans la matière dans cet univers-là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment faire des actions thérapeutiques rapides dans ces univers-là. Et c'est là que c'est fascinant parce que ces transformations nous donnent d'accès à de nouvelles informations intuitives, ça nous permet de comprendre énormément de choses. Il y a quelque chose de très riche qui peut en résulter quand on connaît cet univers subtil-là. Maintenant, quand on nous ramène ces informations subtiles dans le monde terrestre, bien évidemment, ça prend plus de temps à s'installer parce qu'il y a un être humain physique terrestre qui, lui, ne fonctionne pas d'une façon quantique. Il fonctionne avec, avec la notion de temps. Et il fonctionne aussi avec l'intégration du changement, c'est-à-dire qu'il ne peut pas changer du jour au lendemain, cet être humain-là. On n'est pas capable, nous, de changer immédiatement. Donc, on est confronté à devoir faire face à un processus pour nous amener vers le changement. Et c'est ça, quelque part, qui explique pourquoi nous, dans la matière, on a beaucoup plus de lenteur que dans cet univers subtil-là. Sauf que cet univers subtil-là est tellement peu connu par l'être humain qu'il fait un peu ce qu'il veut, finalement. Et c'est ça qui a fait qu'on ait accumulé, à mon sens, énormément de pollution mémorielle depuis le début des temps et qui fait que c'est beaucoup plus difficile pour l'être humain d'accéder au monde spirituel maintenant. Et Navala demande, l'entité peut-elle peut-être à plusieurs niveaux, comme vous dites, et peut-on la voir dans plusieurs niveaux, justement? En gros, est-ce que tu peux accéder, la voir dans ces différents niveaux où elle se trouve? Oui, ben, l'idée à quelque part, c'est pas de ça, je ne voudrais pas qu'on se dise il faut la localiser. C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'on comprend que dans la pleine conscience intuitive, il y a décodage intuitif, déprogrammation et soins. Donc, le décodage intuitif va me permettre de communiquer avec la mémoire ou l'entité et va me permettre de comprendre la raison d'être de ce qu'elle vit, de ce qu'elle expérimente. La déprogrammation de la mémoire cellulaire va me permettre de donner à cette énergie-là ce dont elle a besoin pour se transformer, pour se libérer de sa programmation. Et le soin va me permettre de rétablir les flots énergétiques. Et quand je dis les soins, je fais bien référence à un soin énergétique qu'on va adresser à la mémoire pour rétablir les flots énergétiques de la mémoire. Parce qu'il faut comprendre justement que quand on travaille sur ces états de conscience-là, quelque part, ben, on travaille sur soi aussi. On travaille sur soi et que quand on cherche justement à rétablir les flots énergétiques, mais ça nous permet, nous aussi, de pouvoir rétablir nos flots énergétiques, d'être plus alignés avec notre être et permettre une libération de prendre forme dans ce monde subtil, mais aussi dans notre monde plus proche de la dimension terrestre également. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, vas-y. Et Navala, du coup, demande pourquoi est-ce que les entités ne font pas ce travail elles-mêmes? Bien, je te dirais que c'est un peu comme si vous me demandiez pourquoi l'être humain ne fait pas son travail lui-même. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire que une question d'état de conscience. Si moi, je suis pas par exemple, l'enfant de 8 ans qui se sent abandonné, ben cet enfant de 8 ans qui se sent abandonné est dans sa souffrance, il est dans son ego. Alors, comme il est dans son ego, il est complètement figé, il est complètement limité. Limité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va répéter tout le temps la même chose. C'est-à-dire que l'enfant de 8 ans qui se sent abandonné, dans 100 ans, on va faire ça d'une façon très exagérée, dans 100 ans, cet enfant de 8 ans va encore vivre sa souffrance d'abandon. Parce que dans sa vision limitée des choses, il n'est comme pas capable de voir autre chose que ça. Donc, c'est un cycle qui se répète tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, c'est la conscience limitée. Si on regarde maintenant le concept de la conscience expansive, c'est-à-dire qu'il y a des guides, par exemple, les guides spirituels vont avoir habituellement cette conscience expansive-là. C'est-à-dire qu'au lieu qu'ils sont limités, ils font partie d'un tout. Et comme ils font partie d'un tout, ils sont animés par une conscience supérieure. Ils sont animés par une conscience supérieure qui ne font pas, qui sont obligés de répéter une expérience, par exemple celle de l'abandon, mais ils sont capables, eux, de bénéficier d'une conscience du tout. Et comme ils sont capables d'être dans cet état de conscience du tout, ils n'ont pas à répéter des expériences répétitives. Ils sont au contraire dans un processus de transformation et d'évolution. C'est ce qu'on appelle justement des consciences du type du guide spirituel. Ces énergies-là, quelque part, sont capables de nous amener ailleurs du connu. Alors que la mémoire limitative, celle avec laquelle on va vibrer très fréquemment
selon notre niveau de conscience, hein, mais certainement qu'on est tous pris, nous, en tant qu'êtres humains, par un certain degré de conscience limitative, c'est-à-dire qu'on est tous limités par des expériences qui se répètent constamment. Et l'objectif, quand même, en tant qu'être humain, c'est d'arriver, de pouvoir accéder le plus possible à des mémoires expansives, c'est-à-dire avec des énergies qui sont capables de nous amener ailleurs que ce qu'on connaît de soi pour nous aligner le plus vite possible avec à la lumière et à qui nous sommes véritablement. Alors, je ne sais pas si je réponds à la question de cette façon-là. Je pense que c'est très clair. Euh, Tu veux qu'on continue à prendre quelques questions ou tu veux? Ouais. Ben, vas-y avec une autre, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Puis Alors, Sabine qui nous demande, puisque nous créons tout notre environnement, peut-on envisager que ce soit nous qui fabriquions nos entités avec notre champ énergétique, qui vient en quelque sorte nous parler pour nous aider? ça serait vrai, ça serait certain. C'est-à-dire que quand on dit que c'est nous qui créons notre réalité, on se donnerait une grande responsabilité. Je veux dire par là que si on regarde réellement les choses, moi, je crée une certaine réalité par mon expérience de vie. C'est ce que j'ai dans mon champ, dans mon histoire personnelle, c'est mon histoire à moi. Si je regarde maintenant mon histoire familiale, je ne suis pas responsable de mon histoire familiale. Où est-ce que je suis responsable? C'est ce à quoi je vais raisonner avec mon histoire familiale. Donc, je suis responsable de cette partie-là. Quand je regarde l'histoire de l'humanité tout entière, donc les mémoires de toute l'histoire de l'humanité tout entière, où est-ce que moi je vais être responsable? C'est la résonance que j'ai avec un certain nombre de degrés de mémoire de l'histoire de l'humanité. Alors là, c'est là que je peux dire que j'ai une certaine responsabilité. Et c'est certain que oui, on pourrait effectivement envisager qu'on puisse nous-mêmes, à quelque part, générer des énergies, à quelque part, qui sont là pour nous aider ou nous guider. Mais en fin de compte, je dirais que toutes les réponses sont bonnes, c'est-à-dire que plein d'options possibles existent. Parce que moi, en tant qu'être humain, quand je me promène dans la rue, je rencontre d'autres êtres humains. La loi de l'attraction me met en relation avec d'autres êtres humains. Ces autres êtres humains sont faits de chair et d'os comme moi, mais sont faits également de mémoire de leur histoire personnelle, sont aussi faits de mémoire de leur histoire familiale et sont aussi faits de mémoire d'autres vies avec lesquelles ils sont en résonance. Vous comprendrez que si je rencontre une personne qui a déjà ce bagage d'informations-là avec moi, ça fait déjà un mélange assez important. Si on met plusieurs centaines de milliers de personnes avec cette même information chacun de leur côté, on commence à complexifier les choses. Donc, vous comprendrez quelque part que ça fait du genre de pollution. Et cette pollution-là, qu'est-ce qui va faire qu'il y a des gens qui vont adhérer à ces pollutions-là de façon plus importante que d'autres? Mais ce sont des gens qui vont avoir des capacités, en fin de compte, de raisonner davantage avec ces mémoires-là. Alors, ce sont des gens, par exemple, on va dire, ce sont des gens qui sont sensibles, des gens qui ont une certaine habileté intuitive, hein, qui sont médiums, qui vont capter les choses plus que d'autres, parce qu'il y en a d'autres qui ne vont pas du tout être conscients de ça. Et avec de l'entraînement, on peut arriver donc à développer une position de plus grande maturité par rapport à ça, pour être capable de gérer, de mettre de l'ordre dans le processus de la mémoire le plus possible. C'est un peu comme ça que je pourrais envisager les choses à ce niveau-là. Hmm. Et justement, en rapport à ça, la question de Magali, les autres par projection ou transfert peuvent-ils envahir notre champ énergétique à notre insu, donc envoyer leurs souffrances, blessures, haine sur nous car ils la rejettent chez eux? Ben, le fameux notion de transfert contre transfert qu'on retrouve en psychologie moderne, pour moi, c'est un truc que j'ai observé, moi, dans mes enseignements, quand je donne l'introduction à mon approche. Il y a la technique de réunification, qui est une technique très intéressante, qui propose justement, dans le silence, de faire un genre d'expérimentation, de relation, de se relier à quelqu'un. Et cette autre personne-là, ensuite, va se relier à la personne en question. Donc, il y a un genre de situation où on se met dans une position active et passive, chacun son tour, là. Et puis, c'est là qu'on observe effectivement ce phénomène de transfert contre transfert. Dans le silence, les gens ne se connaissent pas. Et dans le silence, ça m'est déjà arrivé de voir ça. Des gens sont là, ils font l'exercice dans l'imaginaire. Ils font l'exercice d'accueil à leur partenaire et ils vont constater que pendant cette situation de silence, ils vont capter, par exemple, je ne sais pas, je vous donne un exemple, une émotion de colère que leur partenaire émet à leur insu. Et cette personne-là va dire, mon Dieu, la colère, j'en veux pas cette colère-là. Donc, et c'est un peu comme si elle coupait contact avec la personne. Et là, la personne à qui on a coupé le contact, elle le sent un abandon. Et ça, c'est pas se dit en mots, là. C'est juste vécu dans une expérience.
Tout ça pour vous dire effectivement que la question que pose Magali, effectivement, tout à fait. C'est-à-dire que la notion de transfert contre transfert est quelque chose qui se vit d'une façon constante et perpétuelle sans qu'on en soit conscient. On peut s'en sentir mal face à quelqu'un parce que pour différentes sortes de raisons, on peut, cette notion de transfert, effectivement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant qu'être humain, quand on dit à quelqu'un, j'aime pas le visage de cette personne-là. Hein, c'est-à-dire, pourquoi on dit ça? On n'est pas capable de l'expliquer. Mais c'est souvent parce que justement, dans notre champ énergétique, on a capté que dans son champ énergétique se dégageait quelque chose qui nous dérangeait. Et donc, un échange qui s'effectue entre moi et mon partenaire sans que j'en sois conscient. Et cet échange-là va faire que je vais être attiré par quelqu'un ou ne pas être attiré par quelqu'un. Et souvent, c'est dans ce sens-là que les phénomènes d'attraction, de répulsion naturelle qu'on a avec les êtres humains sont souvent associés à ce genre de phénomène-là. Et c'est pour ça que c'est intéressant, évidemment, de devenir conscient de tout ça pour arriver à être capable de faire de l'ordre dans notre position de maturité, je dirais, de celui qui est capable de faire la différence entre ce que lui est et ce que ses mémoires sont, pour être capable justement de bien différencier ce que lui est versus les réactions, les résonances qui peuvent exister en lui, pour qu'il apprenne à devenir responsable de ses gestions, de ce qu'il dégage et de ce qu'il résonne, pour être capable de retrouver une position d'alignement la plus juste possible. C'est bon? Est-ce que j'ai répondu à la question, je crois? Hein? Ça répond. Oui. OK. Donc, on peut continuer. Oui, c'est ça que je l'ai proposé aussi. Donc, maintenant, quand on va essayer d'aborder justement la question plus pratique à travers cette partie, la partie que je vous propose d'explorer maintenant. Donc, on a compris des choses maintenant. J'espère que j'ai été clair. Et évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que moi, en tant qu'être humain, si je veux communiquer avec des sphères supérieures, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça demande que moi, je sois capable de vibrer à des sphères supérieures. Ça veut dire que je sois capable de reconnaître que mon être, l'être humain que je suis, soit capable de faire un certain nettoyage sur lui-même pour être capable d'accéder à des sphères supérieures qui vont me permettre donc de communiquer avec des guides, avec des personnes décédées, d'apprendre à être capable de différencier aussi la notion de personnes décédées, de guides, de mémoire dont je parlais tout à l'heure. Donc, ça me demande effectivement de faire un travail de connaissance de moi-même. Et le travail de connaissance de moi-même va se faire à travers l'idée qu'on est une antenne. Alors, l'antenne, qu'est-ce que c'est? C'est que moi, de mes pieds jusqu'au sommet de ma tête, il y a une certaine énergie qui circule. Mes pieds est en relation avec le sol, donc avec l'énergie de la tête est en relation avec le ciel, et à quelque part, ces deux énergies, la terre et le ciel, circulent à travers mon corps. Et plus je laisse l'énergie circuler en moi, mais plus je suis dans une position de réceptivité pour que mon antenne, mon corps, vibre en diapason, au diapason, et que cette antenne qui vibre, ben, elle puisse donc être capable de développer la position de témoin. La position de témoin, c'est quoi? C'est la position où je suis debout, je suis capable d'observer ce qui se passe en moi sans réaction, sans réagir, sans raisonner, sans m'identifier à. C'est une position qui n'est pas d'ego, qui n'est pas dans l'ego, c'est dans une position qui est beaucoup plus de l'ordre spirituel, qui est dans une position où je me reconnais dans ma grandeur, et ma grandeur me relie, non pas à l'ego que je suis, mais me relie à ma grandeur. Et cette grandeur-là, c'est quoi? C'est la relation avec la terre et le ciel. Cette position est importante parce que quand on parle de transfert contre transfert, comme la question qui m'a été posée précédemment, mais si je suis dans une position d'alignement comme ça, je ne suis pas en train de raisonner avec quoi que ce soit. Je ne suis pas en train de raisonner avec quoi que ce soit parce que je suis dans une position où je reconnais ma grandeur. Et ma grandeur fait que je ne vais pas m'identifier à des états émotionnels ou je ne sais quoi parce que je vais être dans une position où je vais être capable de reconnaître ce qui se passe en moi. Et c'est dans cette position-là que justement on peut arriver à être capable de voyager dans les diverses sphères subtiles parce qu'on est libre, on est libre, on n'est pas dans une position où on juge quelque chose, où on dit que ça c'est bien ou c'est mal ou quoi que ce soit. On se libère de tout ça puisqu'on comprend que la conscience, à quelque part, est un état qui bouge. La vie, c'est quelque chose qui bouge. Dans le monde terrestre, on est quand même limité parce qu'on est dans la matière et on ne peut pas bouger, la conscience ne peut pas bouger aussi facilement que quand on est dans ces mondes subtils-là. Et quand on comprend cela, les voyages qu'on fait dans ce monde subtil-là vont nous permettre justement de pouvoir vraiment comprendre qu'il est possible de travailler dans ces mondes subtils-là sans justement nourrir à quelque part avec notre ego quelque chose qui serait figé. Parce que quand l'ego intervient, qu'est-ce qu'il va faire? Il va classifier les choses, il va les figer, il va leur empêcher à quelque part de s'exprimer librement. Et c'est certain que c'est ça quelque part qu'il faut apprendre, nous, en tant qu'êtres humains, à
à être attentif à ça pour éviter de se retrouver dans ce piège-là. Et c'est pour ça justement que la pratique de l'enracinement, qui est une pratique toute simple, va nous permettre, dans un premier temps, de favoriser cette position de verticalité dont j'ai parlé tout à l'heure et va nous aider justement à être capable de faire des voyages à l'intérieur de soi-même pour commencer à faire du ménage à l'intérieur de nous-mêmes, pour arriver à être capable de favoriser la circulation énergétique en soi, de favoriser donc la circulation psycho-émotionnelle en soi, pour que justement une harmonie commence à prendre forme. Et dans cet état d'harmonie-là, ben, tout doucement, je vais être capable d'envisager justement qu'il est possible de me libérer, de me dégager des niveaux de conscience sur lesquels je pourrais m'identifier complètement. Par exemple, je pourrais me limiter au monde terrestre en me disant la seule réalité possible, c'est le monde terrestre. Mais non, le monde terrestre, c'est une réalité, mais aussi maintenant, la physique quantique vraiment l'affirme aujourd'hui qu'il existe d'autres réalités plus subtiles. Quand on rentre dans le niveau énergétique, par exemple, qui nous ramène plus à l'aspect énergétique, on pourrait dire, ben voilà, j'ai atteint le monde énergétique, c'est là que ça s'arrête, tout est là. On sait aujourd'hui que l'énergétique est un niveau de fréquence et on peut aller plus haut. Aller plus haut que ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'énergie vitale, on constate que dans l'énergie vitale, il y a de l'information. Et ça, la physique quantique amène cette notion-là d'information, c'est-à-dire que dans l'énergie, il y a une conscience. Cette conscience-là, quand on commence à faire un travail intuitif, on le découvre très naturellement, puisqu'on voit bien que dans l'énergie vitale, il y a une charge psycho-émotionnelle, il y a de l'information. Je parle avec de l'énergie, et l'énergie, je constate qu'elle a quelque chose à me dire, elle a une conscience. Et cette conscience-là touche l'aspect psycho-émotionnel. Et là, je commence à découvrir que dans cette conscience psycho-émotionnelle-là, ben, je vais découvrir qu'il va y avoir donc des histoires, mon histoire personnelle, donc des mémoires de mon vécu. Donc, je peux voyager à travers le temps pour faire un travail sur moi-même, pour apprendre justement à faire la paix avec mon être. Ça, c'est un des voyages que je peux faire, donc à travers mon histoire passée, présent et futur. Je peux faire un travail, évidemment, sur mon histoire familiale, encore là pour faire un travail d'équilibre sur moi-même. Je peux également faire un travail sur les mémoires d'autres vies, donc c'est quelque chose d'un peu plus vaste, mais je peux effectivement raisonner, aller voir diverses époques de l'histoire de l'humanité, pour faire un travail selon ce que je ressens comme étant juste pour moi de faire comme travail à ce niveau-là. Alors, tout ce travail-là, qu'est-ce qu'il va me permettre de faire? Il va me permettre de me libérer de la mémoire, c'est-à-dire de comprendre que la mémoire a plusieurs couleurs. Et le fait de comprendre que la mémoire a plusieurs couleurs me permet, quand j'envisage de travailler sur des entités, de comprendre justement que les entités sont simplement, ce sont des mémoires qui sont densifiées, tout simplement. Elles sont plus égoïques, elles sont plus identifiées à leurs souffrances qu'à leurs croyances, à leurs limitations, tout simplement parce qu'elles sont identifiées en résonance avec un être humain qui a des charges émotionnelles qui sont plus fortes, qui ne sont pas assumées et qui sont plus en douleur, plus en souffrance. Alors, quand on commence à comprendre ça, on commence à comprendre justement que tout le travail qu'on va faire dans ce travail sur la mémoire-là va nous amener justement à développer la position de témoin, la position de simplement celui qui questionne et qui s'adresse aux énergies, quelles qu'elles soient, en leur demandant quel est leur message, à déprogrammer puis à soigner. C'est vraiment ça qu'on va comprendre. Et quand on aborde un niveau encore plus supérieur, on aborde à ce moment-là le monde spirituel. Et dans ce monde spirituel-là, on va aborder la notion de guide. Et les guides vont devenir à ce moment-là des énergies expansives, évolutives, qui sont donc des énergies qui n'appartiennent pas à l'histoire de l'humanité, qui appartiennent donc à l'histoire de la spiritualité, donc à l'histoire de la lumière, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout connaissant de cette lumière-là. C'est elle qui nous transmet de l'information, c'est elle qui nous amène ailleurs de ce qu'on connaît, et c'est l'objectif, pour qu'elle puisse nous amener justement à faire un travail, par exemple, sur les personnes décédées. C'est-à-dire que moi, personnellement, je vais souvent travailler avec des guides lorsqu'il s'agit de travailler sur les personnes décédées, pour la simple raison qu'il est plus naturel et plus intéressant d'avoir un intermédiaire de ce type-là pour pouvoir faire un travail sur des personnes décédées. C'est souvent beaucoup plus riche, même pour les entités d'ailleurs. Je vais souvent travailler avec des guides aussi. Ça permet d'avoir une couleur intéressante parce que le guide va souvent nous amener dans son univers à lui, va nous montrer quelque part des choses qu'on ne serait pas, nous, appelés à faire. Et c'est là que ça va devenir vraiment fort intéressant. Et il y a beaucoup de pièges parce qu'encore là, quand on parle des guides, on a souvent tendance à dire, ah ben, j'ai mon guide, j'ai un guide, on a tous des guides, etc. Moi, personnellement, j'ai tendance à croire qu'on est en résonance avec l'intelligence universelle. Alors, si je suis capable, moi, de reconnaître que l'intelligence universelle, je peux me mettre en relation avec cet univers-là, ça veut donc dire que je peux communiquer avec une multitude de guides. Ça veut donc dire que je ne suis pas nécessairement en relation avec un guide, je peux développer une relation avec toute l'intelligence universelle, donc avec toutes les manifestations de guides que je peux imaginer pour pouvoir collaborer et travailler, pour pouvoir donc échanger.
Alors, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est que les guides, on a souvent tendance à leur attribuer une identité. Mais quand on y pense, à ce niveau spirituel-là, les guides sont une énergie universelle, lumineuse. Elles n'ont pas associé nécessairement une conscience mémorielle. Si on leur attribue une conscience mémorielle, c'est-à-dire une conscience égoïque, c'est souvent parce que quelque part, on les ramène à un nouveau terrestre. Par exemple, si je fais référence à un ange ou à un maître spirituel ou à Jésus, par exemple, pour donner des exemples, bien évidemment, je réfère à l'histoire humaine. Et là, à ce moment-là, en référant à l'histoire humaine, je ramène le guide à un niveau de fréquence plus bas. Alors, quand on travaille avec l'énergie universelle, ben, on travaille avec des guides qui vont davantage être dans un état de conscience le plus élevé possible. C'est ça l'objectif qu'on va chercher à faire dans un travail de collaboration avec des guides. Je ne sais pas si ça amène des questions, des commentaires, ce que je viens de dire. Il y a Pascal qui demande, tout le monde est-il capable de faire ce genre de travail sur soi? Non. Ben oui, parce qu'il faut bien comprendre que pour moi, c'est pas facile, pour n'importe qui, c'est pas facile. C'est-à-dire que le faire un travail sur soi, c'est un travail difficile. Faut bien le comprendre. Et quand on pense à un cheminement, on pense au cheminement spirituel, c'est écrit depuis des siècles, hein, comment faire un travail sur soi à travers diverses voies différentes. Hein. Le chamanisme a des voies de travail, la psychothérapie, les traditions spirituelles proposent des choses, etc. Et très peu de gens, quelque part, arrivent à la libération dans le sens qu'ils arrivent à un état de libération de la mémoire, de l'histoire humaine. Pourquoi? Mais parce on est pris dans cet ego qui va souvent nous ramener justement à notre propre histoire de vie, puis à nos propres limitations, etc. Et je pense que c'est important de pacifier ça. On n'a pas à devenir un être parfait, on a à développer une relation amoureuse avec soi. Et cette relation amoureuse, ben, c'est d'accepter justement qui nous sommes avec nos forces et nos faiblesses. Mais ce qui est clair, c'est que si cet amour-là que j'ai pour moi-même se développe, ben, quand je vais aborder le monde subtil, je n'aurai pas un rapport d'autorité ou un rapport d'agressivité ou un rapport de contrôle sur ce monde-là. Je vais commencer à accepter que ce monde-là existe. Et s'il existe, c'est parce que j'existe. Et que si je suis capable de reconnaître qu'il existe et que j'existe, ben, je dois effectivement collaborer avec lui. Collaborer avec lui, ça veut donc dire de comprendre qu'il y a une raison d'être, tout comme j'ai une raison d'être. Qu'il a donc, et que j'ai la capacité d'être magicien avec cet univers-là, en faisant de la déprogrammation de la mémoire cellulaire et des soins. Et c'est comme ça que je peux arriver, moi, à faire un travail de libération de la mémoire ou des entités, en collaboration avec des guides ou pas, et dans lequel j'apprends justement à faire un travail sur mon être. Parce que plus je fais ce travail de libération de la mémoire, plus je me permets de me réaligner à moi-même, plus je me permets justement de faire un travail important sur moi. Donc, on parle des entités, mais évidemment, si je fais un travail sur les mémoires, quelles qu'elles soient, ben, je pense qu'on arrive au même, à une qualité d'intégration de soi, on arrive à une forme de réalisation de soi. Et je pense que les phénomènes d'entité, quelque part, ne sont pas si nombreux que cela. C'est-à-dire qu'on a tendance à leur donner beaucoup d'importance. Moi, j'ai déjà vu au début, quand j'ai commencé, j'avais énormément de gens qui venaient me voir, qui me disaient, ah, un médium m'a dit qu'il y a des entités. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Euh, il y a beaucoup de médiums qui disent, ah, ben, tu as des entités, tu as des entités, mais bon, c'est bien beau se faire dire ça, mais il faudrait comprendre, OK, mais c'est quoi cette énergie-là? S'ils ne sont pas capables de répondre à la raison d'être à l'énergie en question, qui ne sont pas capables d'expliquer pourquoi elle est présente, qu'est-ce qu'on peut faire, puis qui sont capables de ne pas le présenter de façon dangereuse. Parce que souvent, les médiums, malheureusement, que moi j'ai rencontré dans mon expérience, cette période-là de vie, j'ai constaté que les médiums avaient toujours un peu le même discours alarmiste autour des entités, qui faisait que les gens avaient très, très peur de ça. Et encore aujourd'hui, je constate qu'on a encore très, très peur de ce phénomène d'entité. C'est sûr que les films ont contribué à ça, mais aussi, je pense, le discours spirituel qu'on entend autour des entités est assez négatif, en fin de compte, assez épeurant et fait peur. Et je pense que quand on fait une démarche spirituelle, on apprend à travailler sur notre ego et on apprend justement à développer la compassion, l'amour, la bienveillance, on ne peut pas commencer à dire que ces entités-là, quelque part, il faut les battre, puis il faut leur mettre une bombe nucléaire dans le derrière pour les faire sauter. Encore là, excusez-moi l'expression un peu vulgaire, mais c'est pour faire comprendre que si on veut justement faire un travail sur ces énergies-là, faut être capable de reconnaître que l'amour qu'on a développé pour nous-mêmes, qu'on a développé pour les gens autour de soi, bon, on doit être capable sans doute d'être transposé sur des énergies qu'on pourrait juger moins sympathiques. Et dans ces univers-là, bien évidemment, c'est une belle occasion pour changer cette relation, ce regard qu'on a avec ces énergies-là. C'est ça un petit peu que je répondrais par rapport à ça.
Hmm. Et est-ce qu'il y a autre... Et Oui, justement, bah, tout ce travail d'enracinement, de décodage intuitif, l'alignement au soi supérieur, la guérison et la déprogrammation avec les guides, bah, ce sont les thèmes des 3 ateliers qu'on va aborder ensemble à partir de la semaine prochaine. Si tu veux nous en dire un petit peu plus oui. sur tout ce qu'on va voir. Ben oui, c'est ça, c'est que j'ai pensé finalement, donc, bon, le premier atelier en fait, le premier atelier, ce sera un atelier de base qui vous enseigne un petit peu les prémices pour justement développer l'habileté intuitive. Parce qu'une chose que moi j'ai observée, c'est que beaucoup de gens qui se disent médiums n'ont pas développé les habiletés intuitives telles que la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience. Et moi, je trouve ça dommage parce que quelque part, ça me paraît important de comprendre déjà, moi avec moi, ce que je suis capable de percevoir. C'est-à-dire, moi en tant qu'individu, est-ce que je suis capable de percevoir le champ énergétique qui anime mon être ou qui anime celui d'un partenaire? Donc, dans ce premier module-là, vous allez découvrir les bases qui sont vraiment les bases qu'on retrouve dans le chamanisme, dans la guérison, pour développer l'habileté de décollage intuitif qui est fondamentale, qui est vraiment la base du travail qu'on va proposer, et également de la déprogrammation de la mémoire cellulaire et des soins. C'est un petit peu la première chose qu'on va chercher à développer dans le premier atelier. Puis ensuite de ça, on va apprendre justement à découvrir que dans cette position justement d'enracinement, dans laquelle on apprend donc à être capable de percevoir les perceptions qui sont en nous et vers un partenaire, on va commencer à voir de quelle façon on peut augmenter nos vibrations pour justement faire un travail en alignement avec son âme. L'alignement avec son âme, c'est une démarche justement dans laquelle on arrive à développer cette fameuse notion de spiritualité. Alors, je ne vais pas vous faire raconter n'importe quoi en vous disant, ben oui, après ce deuxième atelier-là, vous allez être capable de communiquer avec votre âme, vous allez être capable de communiquer avec votre dimension spirituelle. Il n'y a pas un numéro de téléphone que je peux vous remettre, il n'y a pas un plan géographique pour vous localiser votre âme. C'est une question de conscience. Moi, j'ai appris avec la pratique intuitive que le jeu est important. Quand je dis le jeu, c'est-à-dire que moi, j'accepte de jouer le jeu que je peux communiquer avec mon âme ou mon soi supérieur. Ça veut donc dire quelque part que je suis capable de le faire. Est-ce que je suis capable d'en retirer les bienfaits? C'est ça la clé. Si je suis capable d'en retirer les bienfaits, je vais pouvoir dire, ben voilà, je communique avec ce que je crois être mon âme et j'en retire des bienfaits. Ça va être de quelle façon on va vérifier ça? C'est en ayant un journal intime dans lequel on va prendre le temps de noter ce que l'on expérimente et ce que l'on vit pour être capable de vérifier les informations intuitives qu'on va chercher, qu'on va capter, être capable donc de développer un discernement. Ce discernement-là va me permettre ensuite de comprendre de quelle façon que cette énergie de l'âme peut me permettre de travailler sur la mémoire, sur la dimension énergétique. C'est-à-dire de quelle façon que en étant à un niveau de fréquence plus élevé, je peux apprendre justement à me soigner ou à soigner un partenaire dans la dimension santé physico-énergétique ou encore dans la nature psycho-émotionnelle. Donc, d'apprendre à travailler sur la mémoire personnelle, la mémoire familiale, la mémoire d'autres vies. Et puis, dans le troisième atelier, on va aborder vraiment cette notion de guide, puisque l'âme est au niveau de la fréquence de la dimension spirituelle. Donc, on va apprendre à reconnaître que des guides peuvent se libérer de cette dimension spirituelle-là, et ces guides-là vont apprendre justement à nous donner l'opportunité de faire un travail de collaboration avec nous. Et ce travail de collaboration avec nous peut être tant au niveau de la guérison énergétique que de la guérison psycho-émotionnelle, que de faire un travail sur les personnes décédées, que de travailler sur des entités. Toutes les options sont possibles. Le travail des guides est absolument illimité. Alors, de quelle façon qu'on va pouvoir communiquer avec un guide? De quelle façon qu'on peut savoir que c'est un guide? Je vous dirais que finalement, la question est toute simple. C'est que si un guide se présente à vous, vous allez lui demander quel est ton message? Quelle est la qualité d'information que tu veux me donner? Si le guide vous dit des choses qui ne sont pas très enrichissantes pour vous, qui ne vous font pas donner le sentiment que vous avez quelqu'un devant vous qui a une conscience supérieure, vous allez lui dire, mais écoute, guide, je veux bien t'écouter, mais tu ne me dis pas l'information qui m'apparaît très évolutive. J'aimerais savoir pourquoi tu me donnes cette information-là. Et vous allez apprendre donc à développer le discernement encore une fois. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que tantôt, on parlait du transfert contre transfert. Moi, si je suis convaincu que les guides sont accessibles, ben oui, pas de problème, ils vont être accessibles. Mais avec c'est qui que je vais communiquer? Avec quoi je vais communiquer? Parce qu'il faut savoir que dans ce monde subtil-là, la mémoire peut se manifester sous diverses formes. Si moi je suis convaincu que Jésus est la seule forme spirituelle qui peut se manifester à moi, mais qui est-ce qui va se manifester à moi dans mon travail subtil? C'est Jésus. Maintenant, ce Jésus-là qui va se manifester à moi, il va être c'est qui?
Est-ce que c'est le vrai Jésus? Est-ce que c'est une expression inconsciente de ma vision de qui est Jésus, etc. Vous voyez, alors, c'est là qu'on commence à aborder quelque part les subtilités. Ces subtilités sont très trompeuses parce que c'est là qu'on peut se faire vraiment manipuler par notre inconscient. Et c'est pour ça que toute la démarche la pleine conscience intuitive, là, du questionnement des programmations et soins, vont énormément aider pour éviter justement de se laisser égarer dans notre inconscient et dans les méandres de notre inconscient, dans les pièges de notre inconscient aussi, puisque évidemment, quand on aborde le travail avec les guides, on aborde la spiritualité, c'est là que le plus de pièges peuvent exister, parce que c'est là que si on n'a pas fait un travail on n'a pas bien compris comment fonctionne la mémoire, on peut vraiment se faire manipuler très facilement, parce qu'on doit comprendre que la mémoire peut se manifester à nous sous la forme qu'elle veut. Alors, ça veut dire que si moi, je veux communiquer avec Jésus, puis que je veux, la mémoire pourrait très bien prendre la forme de Jésus pour communiquer avec moi. Et quand je dis la mémoire, ça pourrait être une facette de moi qui se sent victime, par exemple, et Jésus me dirait, ben oui, c'est normal que tu te sentes victime, c'est ça qu'il faut que tu sois, parce que dans ton cheminement de vie, c'est ça que tu dois apprendre. Vous voyez, je donne un exemple comme celui-là pour vous faire comprendre que c'est là qu'on doit apprendre à vraiment développer le discernement pour éviter de se retrouver piégé dans ces univers subtils-là, parce qu'il y a énormément de pièges. Moi, je me rappelle d'une personne qui avait trouvé un livre sur la communication avec les guides. Et elle s'était dit, ah, ben, je vais commencer à faire un travail sur la communication avec les guides. Le livre est un livre américain, je ne m'appelle plus c'est qui l'auteur. Et elle a commencé à suivre donc la démarche. Et un guide est arrivé. Et le guide était un homme très fort, très imposant, très beau. C'est comme ça qu'elle me le présentait. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cet homme-là, ce guide-là, a commencé à faire un petit sourire. Et là, la dame en question, elle a compris que ce guide-là était un guide méchant. Et puis finalement, il en est résulté tout un processus inconscient dans lequel elle était internée psychiatriquement. Moi, je l'ai vu quand, après qu'elle soit sortie de l'institut psychiatrique, j'ai fait un travail avec elle pour l'aider à comprendre ce qui s'était passé. Mais évidemment, ce guide-là, quelque part, qui il était, c'était simplement que cette femme-là ne s'était jamais permise d'avoir le droit d'avoir une relation avec un homme qui soit normal. Elle avait eu des hommes dans sa vie qui étaient des hommes très durs avec elle, qui n'avaient pas été corrects avec elle, etc. Et malheureusement, là qu'on parle tantôt parlait de transfert contre transfert, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est que la douleur qu'elle avait, la blessure émotionnelle qu'elle avait envers les hommes, elle l'a transposée vers le guide. Et le guide, finalement, a simplement résonné avec la vibration euh, de souffrance qu'elle avait. Et ce guide-là, donc, l'a amené à vivre de la souffrance pendant, je pense, un an ou deux. Moi, c'est retourné en psychiatrie. Alors, évidemment, si on avait été capable de l'accueillir, je pense, dans cette douleur-là, puis cette souffrance-là, puis qu'on aurait pu comprendre qu'est-ce qui se passait, on aurait pu certainement beaucoup plus l'aider beaucoup plus rapidement. Sauf que comme on l'a rejeté parce qu'on lui a dit non, t'es folle, tu es en train de vivre des choses qui sont pas normales, on t'emmène à l'institut, et puis voilà. Alors, ça a entraîné donc une situation assez douloureuse pour elle parce qu'elle a été internée par ses enfants. Mais c'était un exemple que je voulais vous donner pour vous montrer un peu les pièges qui peuvent être présents dans ce monde subtil-là. Est-ce qu'il y avait d'autres? Donc, ça, c'était pour l'atelier 1, 2 et 3. Donc, l'atelier 3 va nous permettre donc de faire un petit peu les voyages avec les guides pour travailler sur l'aspect énergétique, psycho-émotionnel, travailler sur les personnes décédées, nous montrer un petit peu comment on peut arriver à collaborer avec les guides, mais sans prétention. J'aimerais vous faire comprendre que se prendre au sérieux dans cet univers-là, c'est pas la meilleure chose à faire. Ça, c'est l'ego qui se prend au sérieux. Et je pense que dans cet univers-là, il faut vraiment apprendre à voir que c'est un univers qui n'est pas c'est pas un univers réel. Je vais vous dire ça comme ça fait drôle de dire ce que je viens de vous dire. Je me rappelle, moi, une fois, avant que je sois exorcisé, je me rappelle très bien, j'avais une énergie qui était dans ma tête, qui était une femme, qui avait un couteau et qui me donnait un coup de couteau. C'était pas une belle scène. Et puis moi, je lui parlais, je lui disais, déjà, j'avais peut-être sans doute intuitivement, en tous les cas, compris quelque chose, parce que je lui disais, regarde, tu peux continuer, tu peux donner autant de coups de couteau que tu veux, mais tu peux rien contre moi, tu n'existes pas, tu n'es pas réel. Alors, elle donnait des coups de couteau, des coups de couteau, puis je lui disais, oui, mais tu continues autant de fois que tu veux, tu peux rien faire pour moi, contre moi. Et je veux faire comprendre ça parce que c'est là qu'on comprend quelque part que le monde de la réalité est un monde fondamental dans lequel, effectivement, il est très sécurisant et très réconfortant parce que c'est un monde terrestre, un monde réel. Et quand on perd la tête, quand on perd contact avec la réalité, c'est là qu'on devient piégé parce que quand on perd contact avec la réalité, ça veut dire que la réalité terrestre n'est plus aussi importante que la réalité subtile. Et la réalité subtile devient plus importante. Et c'est là, évidemment, qu'on retrouve ce genre de situation plus compliquée par rapport à des phénomènes de non-entité, c'est que ces gens-là, quelque part, ont souvent tendance, effectivement, à donner beaucoup plus d'importance
à la réalité qui se passe à l'intérieur d'eux face à ce phénomène-là et à ne plus être capable de fonctionner dans la réalité. Et c'est là que ça devient un problème pour eux à ce moment-là. Et c'est ça un peu que je vous dirais par rapport à ça. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, Julien, puis si j'ai bien présenté les ateliers, les trois ateliers. Très bien présenté, c'était vraiment clair et du coup, ces ateliers auront lieu le 3, 10 et 17 mai à 20h30, donc c'est en direct live, bien sûr, vous pourrez poser vos questions aussi au fur et à mesure. Et puis si vous ne pouvez pas être là à une de ces dates-là, les replays seront bien évidemment disponibles. Vous pouvez retrouver toutes les infos juste au-dessus du chat ou alors si vous nous regardez en replay juste en dessous de la vidéo. Et donc, bah, si tu veux, on peut commencer à répondre à quelques questions D'accord, pendant d'accord. une dizaine de minutes parce qu'on Mhm, a déjà passé une bonne heure et demie ensemble. mhm. D'accord, d'accord, vas-y. Euh, Magali nous demande, peut-on guérir une maladie dite génétique en travaillant sur les mémoires justement bah, des ancêtres et dans ce cas-là, comment? Oui, je dirais, c'est toujours la question, je vais dire ça comme ceci. Si le problème de la guérison, pour commencer comme ça, quand on parle des guérisseurs, le grand problème que les guérisseurs vivent depuis bien longtemps, c'est que quand des chercheurs commencent à s'intéresser aux guérisseurs, ils vont tomber sur un guérisseur qui arrive à un certain niveau de compétence. Ils vont en faire donc une certaine recherche autour de ce guérisseur-là. Malheureusement, il est difficile de dire, ben voilà, ce guérisseur-là est capable de faire ça, tous les autres guérisseurs sont capables de le faire. Malheureusement, c'est ça qui est le problème, c'est qu'il n'y a pas une, c'est pas, on ne peut pas arriver à faire une règle. Et c'est ça que la science a beaucoup de difficultés avec les guérisseurs à cause de ça. Ils n'arrivent pas facilement à développer des protocoles clairs par rapport à ça. Et évidemment, il n'y a pas beaucoup d'argent qui s'est mis dans la recherche scientifique autour des guérisseurs aussi. C'est un autre problème. Mais pour répondre à la question, quand on parle de maladies génétiques, on sait qu'avec l'épigénétique actuellement, ça c'est tout nouveau, l'épigénétique a mis en évidence qu'il était possible de changer à quelque part. On pensait que la bagage génétique ne changeait pas, ne bougeait pas. Et aujourd'hui, on est capable de dire que ça bouge et que ça peut être modifié entre un certain pourcentage. Donc, c'est bien évident que quand on travaille avec le travail énergétique, on est en train de faire des changements importants dans la capacité que le corps a d'absorber la lumière cosmique hein, et de pouvoir donc avoir un impact sur les codes génétiques, certainement, et d'avoir un impact à ce niveau-là. Moi, j'ai déjà travaillé avec des gens qui étaient, par exemple, qui étaient condamnés à mort et ils étaient dans des hôpitaux, ces personnes-là. Et j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur ces personnes-là et d'avoir d'excellents résultats au point que même des cliniques, des sous-fonctionne, des petites compagnies, des petites, comment dire, des cliniques qui travaillaient pour la douleur, pour l'accompagnement à la fin de vie, etc., souhaitaient communiquer avec moi parce que justement, ils voulaient comprendre qu'est-ce que j'avais fait. Donc, c'est certain qu'on peut faire des grandes choses avec le travail énergétique, avec le décodage intuitif, avec la déprogrammation, on peut faire de très, très grandes choses. On peut travailler sur les maladies psychiatriques. Je suis convaincu qu'on peut faire énormément de travail très intéressant à ce niveau-là. Travailler sur la psychologie aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent être faites, qui peuvent avoir un impact très, très intéressant. Et pour répondre à la question, c'est sûr que face à la médecine, on peut pas parler de guérison de toute façon, mais je vous dirais que le potentiel santé c'est clair et net et précis pour moi qu'on peut vraiment améliorer le potentiel santé. Actuellement, il y a un courant américain qui s'appelle l'anti-vieillissement, l'anti-aging, qui met en évidence qu'il est possible de vieillir moins rapidement. On peut donc avoir un certain âge biologique, mais avoir un corps qui est plus en santé que l'âge que l'on a. Et c'est certain que le travail énergétique a énormément un grand rôle à jouer à ce niveau-là parce que je suis convaincu qu'on peut vraiment contribuer d'une façon très importante à favoriser un vieillissement moins élevé. Ça, c'est certain pour moi, oui. On a ensuite Adeline qui demande, faites-vous environ les mêmes liens avec les mémoires karmiques et transgénérationnelles? Je peux donner un exemple par rapport aux mémoires karmiques d'un exemple que j'avais rencontré d'une personne qui avait un phénomène de poltergeist. Le poltergeist, vous savez ce que c'est un enfant qui est tout calme, il fait rien de spécial, puis balaboum, il y a quelque chose qui éclate, soit les lumières, soit la télévision, etc. Lui, cet enfant-là faisait éclater la télévision. Puis c'était donc une personne qui m'avait été contactée par téléphone, qui m'avait dit qu'un médium lui avait dit que c'était très urgent qu'elle se fasse exorciser parce que l'enfant en question allait la tuer. C'était quelque chose assez grave quand même de dire une chose comme ça. Donc la mère était très paniquée. Et puis moi, j'avais dit que j'allais faire un travail à distance puisqu'elle était trop loin pour qu'on puisse se rencontrer physiquement.
Alors, j'ai donc fait un travail sur son enfant, qui a à peu près 14 ans, il me semble. Et la première chose que j'ai vue chez lui, c'est un enfant qui était très, très en colère. C'était ça qu'on percevait très clairement. Et cette colère-là était beaucoup reliée à de l'impuissance. Un enfant en colère parce qu'il se sentait impuissant. Ça, c'était la première chose qui était vue. Et après ça, euh, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que j'ai comme travaillé sur cet enfant-là. Puis là, j'ai vu une mémoire d'autre vie dans lequel il y avait deux hommes qui se battaient en cap et d'épée, là, avec les fameuses épées comme dans les films. Et il y avait une femme qui était là, qui était présente, qui assistait à ce combat-là, qui était un combat pour elle. C'est un duel pour finalement gagner son amour. Et un des deux hommes a été donc vaincu et n'a pas été tué, mais il a été ridiculisé devant cette femme qu'il aimait. Et devant cette souffrance-là, cet homme-là a décidé de s'enlever la vie. OK, donc ça, c'était un peu la scène que j'avais observée. Alors, évidemment, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là pour répondre donc à la question en même temps? C'est que moi, j'ai travaillé avec des guides et ce qu'on a fait, c'est qu'on a collaboré, le guide avec moi, pour aller voir cette mémoire-là en question et donc de lui demander ce dont elle avait besoin. Le guide a donc interagi avec elle, donc dans la mémoire. Donc, quand je dis interagir, c'est que le guide intervient énergétiquement parlant, donc en enlevant les blocages énergétiques dans la conscience mémorielle de l'énergie de cet être qui s'était suicidé. Puis à un moment donné, à travers le travail que l'on fait, bien, la mémoire, elle se libère, c'est-à-dire elle est plus prisonnière de sa souffrance et elle peut donc quitter le champ énergétique de l'enfant. Alors c'est ça qui a été fait. Donc la mémoire quitter le champ énergétique de l'enfant. Alors pour répondre toujours à la question, c'est on procède comment? Par la raison d'être, comprendre la raison d'être de la souffrance de la mémoire en question, d'autres vies. Ensuite, de déprogrammer la mémoire grâce au guide ou par nous-mêmes, et ensuite faire un soin pour amener justement le travail de libération à se faire. Un phénomène qui est très important que j'ai observé quand on fait ça, c'est que quand on fait ces choses-là, il y a un retour d'énergie qui se manifeste vers la personne avec laquelle on soigne. C'est-à-dire que c'est un peu comme si l'enfant, dans ce cas-ci, avait récupéré quelque chose qu'il avait perdu, une genre d'énergie. Et quand il a récupéré cette énergie-là, il est apparu une autre scène dans laquelle je voyais l'enfant avec un homme. Et l'homme en question était un homme, donc un adulte, hein, était plus fort que l'enfant. Et il se retrouvait dans une position où il humiliait l'enfant devant la mère. Alors, vous voyez la scène, ça ressemble beaucoup à la scène que je vous ai décrite tout à l'heure. Hein? C'est-à-dire qu'on retrouve un peu la même situation d'humiliation. Deux hommes devant une femme et il y a un homme qui humilie l'enfant devant la femme en question. Alors, c'est intéressant de comprendre ça parce que cette scène-là, moi, je ne savais pas du tout si c'était réel ou pas, hein, parce qu'elle ne m'avait donné aucun détail. Je ne savais même pas si elle avait un homme ou pas d'homme dans sa vie ou quoi que ce soit. Alors, quand je l'ai rappelé, parce que là, finalement, j'ai pris conscience que c'était ça la cause du problème. Je trouve ça intéressant de pouvoir l'apporter ici. Là. La cause du problème n'était pas donc une entité. La cause du problème est relié à un phénomène actuel dans la vie de la personne. C'est-à-dire que l'enfant avait un problème avec un homme qui avait une certaine position de dominant vis-à-vis de lui et il ne pouvait pas se défendre et il se sentait humilié devant sa mère. Et il revivait donc la souffrance que la mémoire d'autre vie dans laquelle il résonnait avec. Donc, vous comprendrez évidemment que l'enfant a énormément de colère non dite parce que justement, il était en résonance avec cette expérience de souffrance et d'humiliation. Et c'est ça qui avait la capacité à provoquer des phénomènes poltergeist. Donc, on a pu faire un travail donc, de libération chez cet enfant-là. J'ai pu donc dire à la dame ce que j'avais vu. Elle s'est mise à rire quand je lui ai raconté parce qu'elle a dit effectivement qu'elle avait un nouveau compagnon et ce nouveau compagnon avait tendance à faire ça à cet enfant-là. Puis elle, ça la mettait en rogne, mais il ne semblait pas l'écouter. Il le reproduisait tout le temps. Alors elle, ça la mettait vraiment en colère et elle a décidé donc de ne plus être avec cet homme-là. Donc elle a décidé donc de quitter la relation avec ce garçon-là pour pouvoir entreprendre une relation mettre plus de temps pour son enfant pour vraiment recréer des liens, etc. Et le phénomène s'est plus du tout reproduit. On s'est parlé à plusieurs phases dans le temps et elle a plus du tout, le changement de l'enfant était très, très important. Il est redevenu beaucoup plus doux, beaucoup plus communicatif aussi, et tout allait bien dans le meilleur des mondes, pourrait-on dire ça comme ceci. Alors, je ne sais pas si j'ai pu, à travers cet exemple-là, vous donner une explication un peu de comment on peut travailler avec les mémoires karmiques transgénérationnelles. Transgénérationnelles, ça serait de la même façon que les mémoires karmiques. On travaille avec une mémoire. Cette mémoire-là, quelque part, on va interagir avec elle pour comprendre la raison d'être de sa souffrance, des programmations et soins. Mémoire psychogénéalogique de la même façon. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de différence, sauf que l'idée là-dedans, c'est qu'on cherche à libérer la mémoire du champ énergétique de la personne. Puis, ce sont des mémoires qui n'appartiennent pas à la personne. Hein, si on fait référence à l'arrière-arrière-grand-père, par exemple, ben, l'arrière-grand-père n'a pas nécessairement besoin d'être là dans notre champ énergétique. Donc, on va chercher évidemment
à le libérer aussi de la même façon. Eh ben, merci pour ta réponse et merci pour la question. Il y a Magali qui demande, euh, imaginons que les gens autour de nous nous agressent, mais disent que c'est toi qui les agresses, chose que tu ne fais pas. Est-ce que ça peut venir des mémoires qui sont dans les champs ou dans les leurs? Et comment fait-on pour guérir ou s'en sortir à part partir? Ça, c'est une bonne question parce que là, c'est le genre de questions qui me donnent des mal de tête, je pense. Parce que, évidemment, on peut se poser plein de questions, mais quand on retrouve la position de témoin, la position d'alignement, la position d'alignement fait que moi, je peux recevoir, par exemple, que quelqu'un pourrait me dire que je suis agresseur, que je l'agresse, la personne. Mais si je suis dans une position de témoin, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais lui dire, ben, explique-moi en quoi je t'agresse. Je vais rester très calme et je vais simplement lui demander des explications de l'agression parce que je veux bien comprendre que je suis agresseur, mais de quelle façon je le suis, quel est le comportement que j'ai qui l'amène à vivre ce sentiment que je l'agresse. Alors, vous comprenez ici que de cette façon-là, on apprend justement, encore une fois, à donner l'opportunité à la personne qui expérimente quelque chose, un état émotionnel, de s'expliquer pour qu'elle apprenne justement à exprimer clairement et concrètement ce qu'elle est en train de vivre. Parce que c'est là qu'il faut comprendre qu'il y a un monde imaginaire qui nous relie à notre univers super lumineux, comme on l'a vu tantôt, mais il y a un monde imaginaire aussi. C'est-à-dire qu'il y a une porte d'entrée dans notre imaginaire, il y a une porte d'entrée pour l'univers super lumineux, mais il y a une porte d'entrée qui peut très bien se fermer aussi. Ça veut donc dire que moi, je peux être complètement dans mon imaginaire, complètement fermé dans mon monde et complètement m'inventer plein de trucs sans être ouvert sur cet univers super lumineux-là. L'enseignement chamanique, l'enseignement que j'enseigne, etc., c'est apprendre à ouvrir la porte pour pénétrer dans cet univers super lumineux-là. Donc, c'est certain que Magali, ce qu'elle raconte, bien évidemment, il y a plein de possibilités, hein, on l'a bien compris, mais c'est sûr que ça touche la communication. La communication, c'est que lorsque un être humain me dit quelque chose, ben, je vais lui dire, bon, ben, explique-moi. Puis, à travers cette explication-là, ben, on arrive à comprendre justement la nature de ce qu'elle nous exprime. Mais c'est certain que si on, que moi, je dirais que la chose la plus importante la question qui est posée, c'est la réalité. Si tu me dis que que je t'agresse, explique-moi en quoi je t'agresse. C'est une façon très, très positive et constructive et structurante, je dirais, que l'on a de faire. Parce que si une personne est vraiment dans une projection sur soi, ben, elle va pouvoir justement nous exprimer à quelque part ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit. Puis nous, ben, on va apprendre justement à pouvoir lui refléter quelque part ce que nous, on expérimente, ce qu'on vit. Puis peut-être que ça va permettre à la personne de pouvoir justement renouer contact avec une genre de prise de contact de la réalité, c'est-à-dire de prendre conscience que c'est pas réel. Hein, la personne, je vois bien, j'étais convaincu que tu m'agressais parce que tu faisais un petit sourire narquois quand tu me parlais, puis moi, ça m'agressait ton petit sourire narquois. Mais là, si une autre personne nous explique que le petit sourire narquois, c'est dû à telle chose, ben à ce moment-là, on dit, ah, OK, c'était pas parce que tu voulais me ridiculiser. Alors, vous voyez, cette espèce de communication fait on se relie à la réalité, c'est très important. Parce que la réalité, on pourrait toujours se dire, ah, je sais que c'est pas vrai, je sais que ton petit sourire narquois, c'est pas vrai ce que tu viens de me dire, que finalement, au fond de toi, tu m'aimes pas. Ça serait, là, on tomberait dans une forme de, c'est peut-être vrai qu'au fond d'elle, cette personne ne m'aime pas, c'est peut-être vrai, mais quelque part, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me contente? La meilleure chose de faire dans une situation comme celle-là, c'est de me contenter de ce qui est. Et si je vois que la personne ne se comporte pas en harmonie avec ce qu'elle me dit, ben là, je réagirai à ce moment-là. Vous voyez, alors, c'est de cette façon-là que je pense qu'on arrive à des communications qui sont moins basés sur le monde subtil. Parce que si on commence à s'inventer, ben, on commence à essayer de deviner ce que l'autre peut penser parce qu'on sait qu'il y a plein d'interactions dans son champ énergétique et dans le mien, ben là, on perd complètement pouvoir sur notre vie. Je pense que c'est important de se rappeler que le monde terrestre, c'est le monde de l'incarnation. Et ce monde de l'incarnation est un monde d'évolution, un monde qui nous permet de faire de la croissance. Le monde subtil ne doit pas être un monde de fuite ou un monde dans lequel on se perd dedans. Il doit être un monde qui nous sert à vivre dans le monde terrestre. Et ça, c'est bien important parce qu'on aurait des fois tendance à se dire, bon, ben, je vais aller dans le monde subtil, puis je vais passer mon temps là. Mais là, si on fait ça, on n'est plus du tout en relation avec la réalité terrestre. Et c'est important de vraiment comprendre que la réalité terrestre est un lieu de croissance et le monde subtil est un monde dans lequel on apprend justement à mieux comprendre le lien qui existe entre moi dans mon monde terrestre et les mondes subtils pour pouvoir cheminer et progresser. C'est ça qu'il faut comprendre de ça. Merci pour ta réponse. Et du coup, toujours Magali qui a une petite question sur les ateliers. Est-ce que tout le monde peut-il les faire en pouvant espérer avoir des résultats positifs si on le veut vraiment?
Et est-ce que cela fonctionne, par exemple, si on n'est pas toujours capable de mettre des mots déjà sur ce que l'on ressent ou pourquoi à certains moments? Ben, tout est une forme d'apprentissage, hein. Alors, l'apprentissage, à quelque part, passe par une ignorance de départ, c'est-à-dire je ne sais pas. Et à partir d'un apprentissage, on arrive à développer je sais, le je sais. Et c'est ça un petit peu que je dirais qui est proposé dans le cadre de l'enseignement. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéressait, c'était beaucoup développer le mode d'emploi. Le mode d'emploi, c'est comment je fais pour parvenir à telle étape, telle étape, telle étape et telle étape, pour parvenir doucement, être capable d'arriver à une certaine forme d'habileté, à développer une habileté. Maintenant, après les 3 ateliers, quel sera le degré d'habileté que vous allez avoir développé? Ça va dépendre de vous parce qu'il faut bien comprendre une chose. Après les 3 ateliers, moi, je vous le dis tout de suite, si vous arrêtez après 3 ateliers en vous disant, ah, ben, c'était vraiment intéressant, mais vous arrêtez là et vous ne pratiquez plus, moi, je vous dirais que ça serait vraiment dommage parce que les 3 ateliers vont être assez denses, assez riches pour mériter que vous reveniez régulièrement et que vous pratiquiez régulièrement pour être capable justement de pouvoir constater que vous allez voir une progression dans le développement intuitif. Moi, quand j'ai commencé, j'avais une certaine facilité, mais je peux vous dire que j'ai augmenté mon aisance intuitive, pas parce que j'ai lu des livres ou pas parce que j'ai reçu des enseignements, mais bien plus parce que j'ai pratiqué. La pratique, c'est vraiment fondamental dans cette pratique-là. On pourrait philosopher longtemps, mais la pratique, c'est le seul. D'ailleurs, je dis souvent à mes étudiants, je veux que personne devienne Sylvain Bélanger, parce que Sylvain Bélanger est unique. Et dans la pratique intuitive, c'est particulièrement vrai. Quand on veut commencer à développer son habileté intuitive pour devenir justement médiateur de l'invisible ou passeur d'âme ou encore intuitif, on doit comprendre que le langage intuitif qui nous appartient est le nôtre et que notre façon d'appréhender l'univers subtil et le nôtre aussi. Donc, c'est très important de comprendre qu'on a une couleur, on a une richesse qui nous est propre à soi et des spécialités qui nous sont propres à soi également. Et moi, je cherche beaucoup à valoriser ça dans la pratique. Moi, je vous donne des clés, mais je ne vous dis pas, voici la démarche rigide qu'il faut faire. Non, il est clé. Maintenant, amusez-vous à l'intérieur de l'espace avec les clés qui sont là, qui, elles, vont être des références qui vont vous permettre donc de pouvoir vous retrouver dans le développement de la pratique. C'est ça un petit peu que je répondrai à ça. Ok, bah super. Bah écoute, si tu es ok, on va prendre une dernière question Mhm. de Karine. À quoi est due une fuite énergétique qui donne un taux énergétique très bas? La fuite énergétique, elle peut être associée à plusieurs choses. Mais quand on parle de fuite énergétique, dans ma vision à moi, quand je regarde ça d'un point de vue d'un champ énergétique, si je regarde quelqu'un qui a une fuite énergétique dans mes perceptions, moi, je fais des références aux surcharges. Moi, j'ai une désignation dans ma façon de voir les champs énergétiques, c'est-à-dire qu'il y a un état équilibré, un état désaligné, un état hypo surchargé, hyper surchargé et épuisement. Donc, ça fait un peu technique ce que je viens de vous dire, mais je vais vous expliquer. Pour moi, une fuite énergétique, c'est que lorsque le champ énergétique, moi je suis un corps physique, j'ai un champ énergétique et la fuite énergétique va souvent se faire quand il y a un affaissement du champ énergétique, c'est-à-dire que les cellules du corps émettent une certaine lumière et quand il y a un affaissement, la lumière n'est plus capable d'émettre, donc un affaissement qui se fait ici. Et cet affaissement-là va souvent va donner ce sentiment effectivement de fuite énergétique parce que les cellules du corps de cette région-là ne sont plus capables d'absorber et de réémettre de la lumière. Et dans ces conditions-là, il va y avoir effectivement une perturbation énergétique qui va être associée à cela. Donc ça, c'est une forme de surcharge qui indique, dans le cas de l'hypoactivité, la surcharge va se manifester sous forme d'accumulation dans la région, et dans le cas de l'hyperactivité, ça va se manifester sous forme de chaleur trop intense qui peut entraîner de l'inflammation. Et si on regarde la fuite énergétique, un autre type de fuite énergétique qu'on retrouve, c'est dans le désalignement. Le désalignement, c'est le corps physique qui est désaligné par rapport au corps physique. Et dans ces cas-là, il peut y avoir effectivement une fuite énergétique. La fuite énergétique, elle compense quelque part un, un état émotionnel. Par exemple, si j'étais aligné, je serais toujours en colère. Mais comme je n'ai pas le droit de la colère, ben, je me suis désaligné. Et en me désalignant, j'ai une certaine fuite énergétique qui me permet quelque part de jamais être en forme. Et je ne suis jamais en forme parce que je sais que si j'étais en forme, je serais toujours en colère. Vous voyez un peu le style? Alors ça peut être une façon aussi d'aborder les choses. Et quand vous dites, vous donne un taux énergétique très bas, bien évidemment, la première chose que moi je vous proposerais, c'est que dans l'atelier 1, on vous donne les bases de ça, c'est vraiment la pratique de l'enracinement qui vous permet justement de travailler à renforcer la position d'alignement,
qui va vous donner l'opportunité de sentir davantage la circulation énergétique circuler à travers votre corps. Alors moi, je vous dirais que ce serait déjà quelque chose d'intéressant à expérimenter d'une façon régulière, puis voir ce que ça donne également. Bien, merci beaucoup, Sylvain, pour toutes tes réponses, pour ce sujet très vaste qu'on a abordé en petites parties déjà, mais avec déjà beaucoup de belles compréhensions. Merci à vous tous pour votre présence et pour votre qualité d'échange, de questions. Euh, Moi, je vais vous souhaiter une très belle soirée. Je vous remercie infiniment. Et puis, Sylvain, je vais te laisser le petit mot de la fin. Oui, alors, ben écoutez, on a effectivement, c'est un sujet très vaste. J'ai essayé d'un petit peu aborder les questions, tout ça, donc ça m'a amené à changer complètement le programme de ce que j'avais à dire. Mais bon, je pense que vous avez quand même, vous avez eu aussi beaucoup de questions, donc je pense que vous trouvez ça intéressant, j'espère du moins. Alors, écoutez, moi, ce que je vous dirais comme mot de la fin, c'est, en fin de compte, l'idée de la conférence, je pense que j'avais envie de vous témoigner une chose toute simple, c'est que l'amour de soi, l'amour des autres, s'applique également avec l'amour de ce qu'on pourrait appeler le subtil. L'amour du subtil, c'est de comprendre quelque part que le bien et le mal, c'est comme des regards. Et que ces regards-là, lorsqu'on commence à comprendre finalement chacun de ces deux regards-là, on comprend que le regard qu'on pourrait dire négatif ou qui est vraiment relié à des choses qu'on n'aime pas, qu'on pourrait dire c'est négatif, c'est mal, c'est des mauvaises énergies, on doit comprendre quelque part que ces mauvaises énergies-là, finalement, dans le concept de la physique quantique, on le comprend bien, tout est en transformation et tout est un peu un point de vue. Et que si on commence à comprendre la raison d'être de tout ça, on commence à comprendre quelque part que derrière ce qu'on pourrait appeler des choses négatives se dissimulent finalement des potentiels. Et ces potentiels-là, si on ne leur donne pas l'opportunité d'exister en acceptant qu'ils sont là, ben on va simplement les juger en disant c'est négatif, c'est négatif, c'est négatif et on ne va pas se donner la permission d'accéder à ce qui est positif et évolutif en soi. Alors moi, je vous dirais peut-être de vous libérer du bien et du mal pour commencer à vous rendre compte que toute énergie, toute expérience de la vie, tout ce qui se passe dans la vie, à quelque part, a à quelque part un sens positif et évolutif à nous transmettre, dont les entités. Les entités ont aussi un rôle important à quelque part nous transmettre dans l'expérience de cette évolution-là, puisque ces énergies qu'on dit en être négatives dissimulent dans nous des potentiels évolutifs qu'on n'a pas encore réussi à assumer. Et je pense que c'est important de bien comprendre ça et que quand on comprend cette réalité-là, ben, on commence à comprendre effectivement que l'idée d'être un passeur d'âme, à quelque part, la première idée du passeur d'âme, qu'est-ce que c'est? C'est certainement de reconnaître que toute énergie a un cadeau à nous offrir et que toutes ces mémoires-là, toutes ces entités ont des cadeaux à nous offrir, puis qu'on est sans doute un peu trop gêné souvent hein, de leur demander parce qu'on a l'impression quelque part qu'ils n'ont rien à nous offrir, rien à nous donner. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de générosité qu'on peut l'imaginer si on a nous-mêmes la générosité de les accepter, de les accueillir et de les aimer. Alors, c'est ce que je vous souhaite, d'expérimenter ça un petit peu. Puis je vous invite évidemment donc aux 3 ateliers, si ça vous dit, on va faire un beau voyage ensemble. Donc, je vous souhaite une très belle fin de soirée et à très bientôt.